Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui roule sous la poudreuse de Marseille. Qui se noie, bon, on la refait. Merde, on est en live. Oui, vous êtes en live et vous nous écoutez le One A Club, le podcast qui va vous parler de bande dessinée pendant une durée indéterminée, dans des conditions extrêmes. Oui, car Marseille est sous une tempête de neige terrible. Arrête les bruitages, c'est l'horreur, Thierry, avec ton son pourri. Une tempête de neige terrible qui va nous fracasser, parce que vous comprenez, une tempête plus impressionnante que la sardine du Vieux-Port. Quelque chose de terrible, on va pas s'en sortir. C'est pour ça que nous avons une particularité que je vous citerai après, car je vais d'abord parler au présent, ceux qui ont eu le courage de prendre leur véhicule et de braver les éléments pour me rejoindre. Yep. Salut Thio. Bonsoir. Et à côté de ça, ça a été dur, Thio. Ça a été dur, Thio. Franchement, 400 mètres d'intempéries, c'est un truc de dingue. Ouais, non, attends, je rentrais du boulot quand même. Tu veux faire le tour en voiture. Et ce pleutre qui n'a pas eu le courage, qui n'a même pas eu le courage de faire un petit détour pour aller s'acheter un bon casque micro, parce que il a un son tout pourri et vous allez devoir le supporter pendant toute l'émission. Tizak. Bonsoir à tous. Bonsoir dans des conditions terribles, un petit peu comme dans les sketchs qu'on voit à la télé américaine, quand le gars présente la météo avec un gros parapluie, du vent, de la tempête de neige. Ben voilà, je suis dans ces conditions à peu près terribles. Dans le bureau chez lui, Voilà. Oh, ta gueule! Bref, une émission où nous allons avoir un online sans doute un peu plus long que d'habitude, car il y a de nombreux sujets fort intéressants au programme. Des chroniques sur lesquelles nous nous attarderons à Shark dans la série Bloc 109, Piège nuptial, La vie de tous les jours, Les cauchemars de Lovecraft et Les gardiens du Louvre. Notre carte blanche ne sera pas là, et notre splash page sera consacrée... La carte blanche est dehors en fait, avec la neige. Donc. Oui, avec la neige. La splash page sera consacrée au premier cycle du Voyage extraordinaire. 3 tomes fort sympathiques. Il n'y aura pas d'express car nous lisons trop vite en ce moment pour avoir des express. Le docteur Tizak nous fera peut-être un courrier des lecteurs, mais disons que je crois qu'il avait tout bien préparé et que le vent a fait s'envoler sa feuille alors qu'il la tenait précieusement. C'est ça, hein? Ouais, c'est-à-dire qu'elle était prête il y a une semaine et je n'ai plus la main dessus, voilà, depuis 5 minutes. Donc voilà, désolé. Voilà, donc quoi qu'il en soit, bienvenue dans cette émission. C'est moche. C'est moche. Nous allons pouvoir attaquer de suite. Oui, c'est vrai que c'est moche son son. Hein. Franchement, ça tue les oreilles. Hein. Si ça peut vous rassurer, de votre côté aussi, le son que je reçois est franchement pourri du vue. Hein. Ah oui, t'as un débit de merde. J'ai bien, moi, t'as un débit de merde dans ta campagne. C'est ça. Online. Angoulême. C'est exactement ça. Je suis en 56K. Angoulême 2015. Voilà, là il vient de se connecter. A eu lieu. Nous n'y étions pas. Oui, nous n'y étions pas. C'était le 42e festival. Vous pouvez entendre la tristesse dans la voix, mais c'est parce que j'ai voulu me montrer solidaire de Bill Watterson. Voilà. Si je n'y suis pas allé, c'était vraiment pour faire comme ce grand auteur qui était le président du festival et qui n'était pas présent. C'était un festival très particulier car bizarrement, après certains événements qui ont eu lieu concernant la vie d'auteurs de dessins de presse, mais aussi de bande dessinée, ça avait un petit côté amer dans la vie. Il y avait plein d'expos, dont une expo consacrée donc à Charlie Hebdo, vous doutez du sujet. Mais il y a eu un palmarès fort sympathique. Déjà, dans ce palmarès-là, il y a 2 choses qu'on a lues. Voire 3, parce que il y en a une autre, mais qui est un peu planquée. Des séries fort sympathiques, ce que nous avons lu, par exemple, le prix Polar. Et le prix Polar, c'est pour Petite Coupure à Shioguni, dont nous avons dit beaucoup de bien dans notre émission précédente. L'émission duo. Oui, l'émission duo. C'est ça. Contrairement à l'émission de base, c'est ça. Oh là là là. Ensuite, est-ce que tu as le palmarès sous les yeux Oui. Tizak là. Moi j'allais donc le prix du meilleur album a été attribué, roulement de tambour, à l'Arabe du futur par Riyad Satouf. Dont j'ai entendu beaucoup de bien.
Ouais, moi aussi. C'est un gars qui qui a vécu lui-même, donc Riyad Satouf a vécu entre le Liban, la Syrie, la France, etc. Et donc, L'intéressant, c'est que c'est son deuxième prix à Angoulême. monsieur est un habitué, monsieur s'est bien payé. Il y a également le prix du public Cultura, qui est attribué aux vieux fourneaux par Lupano et Cahouette. Qui paraît-il, fort sympathique. J'ai entendu un bien fou aussi de celui-là. Ça fait partie des trucs que j'ai conseillé à Thio quand il devait faire sa Mathieu, liste pour Noël. ça fait 2 fois que tu dis exactement la même phrase. Ce n'est pas possible. C'est, voilà, faut autre chose, phrase, voilà, ça se voit trop là. Il paraît vraiment que c'est extraordinaire. C'est bouleversant. Bouleversifiant. Ouais, mais bon. Le prix spécial du jury a été attribué à Building, que je ne connais absolument pas. Building Stories de Chris Ware, un livre qui joue sur les formats, en fait c'est un coffret avec plein de livres différents au milieu, qui joue sur les formats, où on va sur un bout d'histoire, qui va aller dans une autre, des cases en forme de bâtiment, enfin ça a l'air d'être une œuvre magistrale et magnifique, qui est sur ma liste de cadeaux d'ailleurs, mais que je n'ai pas lu. D'accord, petit message. Bien évidemment, et là, nous ne pouvons qu'applaudir, hein, le prix de la série a été attribué à Lafman. Sans David, Balak, Vives. Merci. Et on vous annonce que dans 15 jours, ce sera notre splash page. C'est ça, qui est déjà enregistré. The Splash Page. Qui a été enregistré avant de connaître le prix. N'est-ce pas? Franchement, on est dedans, on est dans le vent, tu vois, on a la mèche qui boule au vent, nickel. Le prix de la révélation est attribué à Yekini, le roi des arènes, pied, petite. Bah ça je connaissais pas, donc c'est une vraie révélation. Voilà. Le prix jeune. Ça va, Boulard. Ouais, bien joué. Le prix jeunesse a été attribué au Royaume du Nord, tome 1. Donc c'est-à-dire qu'il y aura une suite et qui sera peut-être au prix jeunesse l'an prochain pour la 43e édition du festival. Basé sur les romans qui ont aussi été adaptés en film d'ailleurs. Les Royaumes du Nord? Ah oui. La boussole magique. La boussole d'or, là. Ah, c'est ça, les chroniques de Boussole d'or, là, d'accord. Okay. Ouais, avec Eva Green et comment il s'appelle, enfin, celui que les filles retiennent. Moi, je retiens Eva Green et les filles retiennent l'autre. Et celui qui jouait, James Bond. C'était pas Nicole Kidman, plutôt? Daniel Craig. Je crois qu'il y a Eva Green aussi. Oui, mais c'est Eva Green est la reine des sorcières. Nicole Kidman. Oui, mais Eva Green, on la voit quasiment pas. Les gars, on a déjà eu le débat la dernière fois. C'est on s'en fout, allez, la suite. Voit le plus. Le prix du patrimoine pour San Mao, donc le prix Polar, tu l'as déjà dit, petite Kumura Shogmi, et le prix de la BD alternative a été attribué à Dérive Urbaine. Oui, alors ça, c'est des trucs vraiment alternatifs, il faut vraiment connaître et savoir où les chercher pour les trouver. Il y a eu aussi d'autres prix, à gauche à droite. Je note un prix qui a été remis à Alizic par les collégiens de Poitou-Charentes. Alizic, tu vois, qui est dans ma pile de lecture, qui paraît-il est sympathique. Mais j'ai pas lu le tome 1 parce qu'il y a Thierry qui l'avait gardé en otage pendant très longtemps, donc il faudra que je me relance dessus. Mais c'est pas Thierry, c'est son étagère qui l'a gardé. Ah oui, c'est son étagère qui l'avait gardé son ancien appart. Moi, je l'ai rien fait, je l'ai rien vu, je l'ai rien entendu. Et le Grand Prix a été remis à Katsuhiro Otomo, qui sera donc théoriquement le parrain, le président du jury. C'est le premier mangaka qui a un grand prix, parce que le prix spécial pour Akira Toriyama était arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, il savait pas trop comment le mettre. Enfin bon, je trouve que c'est mérité, même si lui, il est aussi surpris que nous, parce que ça fait longtemps qu'il a pu dessiner de BD, en fait. Il est devenu réalisateur, c'est vrai que... Depuis, il s'est mis au fast-food, il a ouvert sa chaîne de restaurant. Ouais. C'est vrai que son œuvre a vraiment marqué beaucoup de monde. J'ai ma belle édition d'Akira qui traîne dans un coin ici. Je l'ai sous les yeux. Elle ne traîne pas dans un coin, elle est parfaitement bien rangée. Couverture arc-en-ciel. Bref, ça encouragera peut-être Glénat à sortir une version noir et blanc dans le sens de lecture original, parce que pour le moment elle n'existe que dans le sens de lecture européenne, et avec une traduction basée sur le japonais et pas basée sur l'américain. Quoique je crois que voilà, Bouddha, comme font les hélicoptères. Bon, maintenant, on sait pas si ce sera l'an prochain, donc surprise. Autre point important de ce festival d'Angoulême, c'était tout le côté humain et social. D'un point de vue social, il y a eu une marche des auteurs, donc près de 200 auteurs se sont réunis pour manifester. Il y a eu un superbe discours de Fabien Vellman, que je vous invite à aller voir sur son blog. Si quelqu'un parmi nous peut copier le lien dans la chatroom. Je m'en occupe. Tizag va se faire. Voilà. Donc quelque chose de vraiment très sympathique, où il associe aussi les auteurs de Charlie. De façon comment dire,
c'est pas je trouve pas le mot. Ça fait pas genre ils profitent du fait qu'il y ait eu ça pour mettre en avant les pauvres auteurs de BD, etc. Non, c'est très bien fait et voilà, ça montre un peu la difficile situation des auteurs. Ces phénomènes sociaux ont été relancés dans la presse. Pour une fois, on a parlé un peu que être auteur de BD c'est un peu la galère, alors que d'habitude au festival d'Angoulême on dit ouais non mais c'est bien la BD. Bon. François Hollande, qui devait s'y rendre, a finalement décidé de pas y aller. Nous avons eu quand même droit à la ministre de la Culture. Rigole pas comme ça. Et il y a eu aussi l'ouverture des États généraux de la bande dessinée d'un point de vue social. Donc les États généraux de la bande dessinée, c'est une association qui veut que des penseurs, des scientifiques étudient ce qui se fait dans le milieu de la bande dessinée, mais de tous les niveaux. C'est-à-dire que ce soit ouvert aussi bien aux auteurs qu'aux éditeurs et aux administrations qui les gèrent. Alors ça n'est pas allé apparemment sans heurts. Il y a un article très intéressant sur 9art.fr qui en parle. Je vous ai mis le lien dans la chatroom. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour du festival d'Angoulême, hein. Il y a eu plein d'annonces, plein de choses, mais je pense que nous parlerons beaucoup plus intelligemment des BD que j'ai découvert en entendant parler de ce festival et que j'aurais envie de lire sans doute dans l'année. Voilà, quelque chose à rajouter, jeunes gens ? Non. Juste voilà, content que le festival d'Angoulême soit pas totalement en décalage par rapport à ce qu'on lit, par rapport à ce qu'on propose aussi dans les émissions, donc voilà, c'est bien. On n'a jamais été aussi peu en décalage que cette année. Hein. C'est clair. Je veux dire, il y a des trucs qu'on a lus, il y a des trucs qu'on a lus, quoi. Peut-être qu'à un moment donné, on se remette en question. Est-ce qu'on ne devient pas trop consensuel ? Est-ce que finalement, on ne rentre pas nous aussi dans le moule banal de la bande dessinée et de ces vieux auteurs qui donnent les prix et... On peut passer à la suite, s'il te plaît ? Et en fait, non, on pourrait peut-être... Il m'a dit on passe à la suite. Moi, j'appuie sur le bouton. Hein. Maintenant, il arrive même à te couper avec des jingles. Moi, écoute, Mathieu, il est en train de te faire une totale. Non, mais j'ai appuyé au moment où il a dit on arrête à la suite. Le temps que le jingle se lance, tu as commencé à parler, donc vas-y, parle. Enchaîne. Va au bout de tes pensées, tu vois. Bon, donc un texte intéressant de Monsieur Menu. Jean-Claude Menu a édité un texte, donc il va publier un bouquin. Et il y a eu des extraits qui ont été publiés sur le site du Nouvel Obs, où il se pose la question de savoir si la bande dessinée indépendante n'a pas disparu. Parce que en fait les grands éditeurs se sont appropriés tous les codes et ont fait disparaître tout ce côté de la bande dessinée indépendante qui la rendait innovante et qui essayait d'aller au-delà de ce qui est mainstream. Sauf que la BD indépendante c'est devenu un peu mainstream. Alors il va pas conchier le boulot des grands éditeurs hein, qui selon lui font aussi parfois de très bonnes bandes dessinées indépendantes, mais pose la question de savoir si le fait qu'il y ait un grand éditeur derrière ne fait pas aussi que peut-être les auteurs s'autocensurent et réfléchissent autrement à ce qu'ils vont raconter. Bref, un article intéressant que je vous invite à aller lire et Tizak est le champion pour mettre les liens sur la chatroom. Hein, Tizak ? Eh bien, regarde, c'est déjà fait. Un site pour acheter de la BD de cul. Attention. Ce silence. Attention, ceci est un message à caractère explicite. BD-indulte.com, c'est un nouveau site qui vient d'ouvrir où vous pouvez acheter de la BD porno. Alors en plus ils font une offre, si vous vous inscrivez vous avez une BD gratuite et si vous en achetez une, ils vous en offrent encore une autre. Voilà, je dis ça à tout hasard si vous vous sentez intéressé. On avait fait une émission spéciale, on parlait beaucoup de Attends. Tu t'inscris, t'en as une gratuite, t'en achètes une autre, t'en as une autre gratuite, donc en fait tu en achètes une. Et t'en as trois. Ouais. C'est l'idée. Bon, en même temps, si vous pouvez faire pareil sur les BD dans, on va dire tout public, ce serait génial. Oh ouais, non, mais les BD tout public, ils prennent pas trop de risques. Les BD de cul, eux, ils savent aller au fond des choses. Merci pour ce rire gras. J'espérais que quelqu'un le fasse. Thio, j'ai bien vu Thio se retenir fortement. Non, mais... je me suis dit que Tizak avec une voix métallique à l'autre bout de un rire la gras France, métallique. Nickel, ouais. Un rire gras métallique, gravement métallique. Non, mais voilà. Enfin, tout est dit. Voilà. Si je vous dis notaire le jour, escort girl la nuit, voilà, on est sur, voilà. Il y a quand même un catalogue plutôt bien fourni. Alors, bon, c'est vrai. Ce que j'ai trouvé assez hallucinant, ça reste quand même le fait qu'ils ont des choses qui sont très variées dans tous les domaines. Ça va du soft au très moins soft. Et ils ont 50 milliards de champs de classement, quoi. Oui, non, mais c'est le porno, c'est super spécifique au niveau des classements. Hein. Ah non, mais au-delà du classement spécifique au porno, c'est que je trouve qu'ils ont fait un gros travail de classification
pour que tout un chacun puisse s'y retrouver, soit par thématique, soit par auteur, par éditeur, par type de série. Et en plus, j'ai l'impression qu'il se voilà. concentre pas uniquement sur la bande dessinée pornographique hétérocentrée. Enfin hétérocentrée masculine, hein, parce que c'est le gros morceau de la bande dessinée porno. C'est de la BD pour nous les hommes, qui aimons les femmes, et que il y a aussi oui. Mais non, mais il y a aussi du porno gay, du porno plus pour les femmes, etc. Donc voilà. Oui, il y a vraiment de tout. Il y a véritablement de tout. Je parle de cul, il est tout rouge, il en peut plus là. Non, c'est parce que j'ai pas mon compère habituel qui est en face de moi, avec lequel on se fait des clins d'œil, on s'envoie des sortes de petits kiss comme ça, tu vois, des trucs où on se comprend. Mais là, je peux pas parce que je lui fais des gestes sur la vidéo, mais il me regarde pas. Alors. Ouais, mais si, j'ai pas assez d'images par seconde en fait, Matt. C'est compliqué là. Ouais, c'est le débit. Ouais. C'est ça, c'est le débit. Arte a publié un reportage sur Pif Gadget. Je vous invite très fortement à aller le voir parce que vous avez jusqu'à demain, il me semble. Je ne l'ai pas vu, mais franchement, les critiques que j'ai entendues avaient l'air très intéressantes. Ça s'intéresse autant au côté politique qu'au côté éditorial. Donc le côté révolutionnaire du gadget, des trucs géniaux qu'on adorait, les pifis. Oui. Diffusion dimanche 8 février à 3h25 du matin. Ah, il repasse le 8, et sinon il y a le replay, il y a toujours Arte plus 7 qui est toujours bien foutu. Faites-vous plaisir à 3h25 si vous rentrez de boîte, vous n'avez rien à faire. Voilà. Ça vous changera d'histoire naturelle. Ça fait 52 minutes. Bah là, ça fera Pif Gadget. C'est histoire naturelle métal. C'est l'histoire naturelle, la version métal. Et je me suis planté de jingle parce qu'en fait, je voulais juste parler de trucs qui ont fini et qui étaient bien. Je relancerai ce jingle-là. Nous avons suivi des projets de crowdfunding sur le net qui sont super intéressants. On n'a pas suivi les mêmes et certains ont abouti. On va laisser Thio commencer à parler de celui qui l'a soutenu. C'est un projet en fait de François Moretti dont il nous avait parlé quand on l'avait rencontré pour la sortie de Burlesque tome 2, qui est donc son projet qui s'appelle les Destructeurs, et donc il était parti sur Ulule et il a abouti, et donc a priori on devrait recevoir le livre aux alentours de juin-juillet, je crois. Ce qui est assez rapide pour le coup, parce que en général sur les trucs BD tu peux attendre parfois 1 an avant de le recevoir. Toi travaillais déjà dessus depuis ce temps-là, donc oui, il avait commencé. Il avait déjà commencé un petit peu avant. Et voilà. En tout cas, le bouquin va arriver, et franchement. Il y a toujours moyen de le commander, tu sais pas. Je sais pas. C'est une très bonne question. En tout cas, voilà, les gens qui ont fait le. Bon, eux, ils auront le livre. Après, je sais pas ce qui se passera. Autre plan. Oui. Matt dit ça parce qu'effectivement, il a participé de sa poche, ses propres deniers pour participer à ça. Donc effectivement, il s'est pas du tout renseigné si effectivement nous, pauvres airs qui n'avons pas participé au projet, bien malgré nous, hein. Non, mais c'est une excellente question, parce que je sais pas en fait, quand tu fais un projet de crowdfunding, normalement, voilà, tu envoies le livre aux personnes qui l'ont déjà acheté. En général, après, du coup, il doit pas non plus t'en rester 50 000, quoi, de bouquins. Ça dépend, parce que comme quand tu fais imprimer, t'as des paliers, en fait, plus ou moins intéressants. En général, t'en as toujours en plus que tu vas pouvoir vendre directement en festival. C'est ce que font les auteurs que je connais. Bon, c'est ce qu'avait fait Toad pour Les Voisins du Chaos. Oui, mais t'en as pas non plus 2000 à écouler, quoi. Oui, parce que t'as prévu à peu près juste. Ou bien alors, tu fais de la vente par correspondance ou du dépôt en librairie. Certains font de la vente par correspondance, permettent de le commander directement. Voilà. Donc je ne sais pas comment fera François. Sans doute du dépôt en librairie. Ça m'étonnerait pas. Moi, c'est le projet dont je veux parler. Graph Comics, on les avait reçus. Ils nous avaient aussi de leur projet de faire une sorte de 20 minutes de la bande dessinée, avec une partie bande dessinée, une partie culturelle, avec 4 séries qui se succéderaient en ebo, et avec la possibilité à partir de 5 € de recevoir pendant 2 ans tous les bouquins, tous les magazines chez soi, sachant qu'au début ils ne vont diffuser que en région parisienne et dans des grandes facs. Enfin bon, donc ça va être un peu galère pour le trouver si, comme nous, vous êtes coincés sous la neige à Marseille. Ouais, c'est pas non plus. Disons que le niveau de sel qu'il y a sur la route est plus haut que le niveau de neige, donc ça devrait aller. Donc voilà, donc Graph Comics a réussi. Moi j'avais participé aussi, j'ai mis 5 € dedans, donc le strict minimum pour participer. Je vous encourage aussi à le faire, c'est un beau projet qui se fera maintenant, c'est sûr, et vous avez jusqu'à demain, si vous nous écoutez en live, pour y participer. Voilà. Je m'étais planté de jingle, donc je vais relancer un jingle et on va attaquer nos chroniques. Et donc tout de suite, nous allons parler de
Shark Block S-H-A-R-K. 109. Ouais, dans Parce qu'il y a des l'univers pointes. de Block 109. Pour notre émission 109, c'est trop mignon. Là, je t'ai mis un blanc, là. Voilà. C'est trop Alors donc, mignon. Block 109, pour faire le petit pitch, on avait déjà beaucoup parlé. Ça avait été une splash il y a longtemps. Il y a longtemps, ouais. Donc c'est de... j'ai Brujas et Touloua, mais j'ai plus les prénoms. Il y a... Je sais plus, c'est pas grave. Voilà. Renan Touloat et Vincent Brujas, je dirais, de tête. Ronan, je l'avais, mais... Ah, on va dire que c'est ça. Voilà. Voilà. Désolé, les En gars. même temps, est-ce que tout Vincent est dans le Brujas et prénom Renan ou est-ce qu'on Touloua. peut parler du scénar aussi? Donc, tu permets, s'il te plaît, le mec qui est là-bas? Voilà. Ouais, ok. Donc, Toi, t'es loin, tu te tais. petit changement, donc, dans Shark, parce qu'en fait, Ronan Touloan, en fait, ne dessine plus. Il a fait le storyboard, je crois, et c'est Ryan Lovelock, en fait, qui dessine le... Ryan Lovelock qui dessine, en fait, le nouveau tome de Block 109. C'était la première fois qu'il y a un nouveau dessinateur dans la série, sachant qu'il y avait paquet de tomes avant. Renan Touloat travaille sur une nouvelle série qui vient de sortir chez Akileos. Revenons un petit peu de l'univers de Block 109, donc c'est la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale qui est un petit peu différente de celle qu'on connaît, car l'Allemagne n'a pas perdu. Les États-Unis ont été rasés par un holocauste nucléaire. Et les pays qui restent essayent tant bien que mal de surnager. Voilà. Je crois qu'il reste, il semble bien de mémoire, il reste les Russes, les Allemands, les Australiens, et je crois que l'Angleterre a déjà été battue. Il me semble, oui. Voilà. Donc voilà pour mener à la guerre. Et donc l'univers de Shark se passe en Australie, Un endroit qui n'avait pas encore été traité. qui n'avait pas encore été traité. Alors pour faire le pitch rapidement. La guerre donc s'est écoulée. Il y a eu le cataclysme nucléaire donc en Amérique, Oh, le spoil. ce qui fait que mais ça c'est déjà su dès le début. Oui. Je suppose quand même que vous avez lu du Block 109 avant, sinon vous allez un petit peu quand même arriver là. Ça peut se dire indépendamment quand même. Hein. Ouais, mais enfin c'est un peu dommage. Voilà. Non mais t'as un beau previously, qui t'explique le Oui, contexte. t'as le au début. previously, voilà, qui te le dit dès le début. Le cataclysme nucléaire donc a rasé les États-Unis. Ce qui fait qu'une partie en fait de la flotte américaine est désormais basée en Australie parce qu'ils ont forcément plus de pays. En Australie, ils se retrouvent à devoir récupérer en fait des prisonniers allemands de la Deuxième Guerre mondiale parce que ils peuvent plus les pays qui sont en guerre en Europe ne peuvent plus les stocker les prisonniers. Donc ils ont je crois 40 000 prisonniers allemands qui sont arrivés et un parti fasciste, le Shark, commence à arriver au pouvoir en Australie, et ce parti en fait voudrait que l'Australie fasse la paix avec l'Allemagne pour continuer à faire la guerre avec le Japon. Le problème c'est que le Shark va être jugé illégal par le gouvernement australien, et donc tous les représentants du Shark sont envoyés en prison avec les Allemands dans les camps de prisonniers. Voilà, là c'est pour le pitch parce que si je raconte plus après je vous raconte Bon, on va l'histoire. suivre un prisonnier, surtout qui vient d'arriver et qui a l'air Qui est, d'avoir un lourd secret. C'est worse. C'est un ancien gars du Shark, un mec ultra violent, un mec qui se la pète, quoi. Badass. Voilà, mais qui se la pète vraiment, quoi. Il a un petit peu de... dans la grande évasion. Ouais, Bullitt. ouais, Steve McQueen. Steve McQueen. Il a un petit peu du Steve McQueen, je trouve. Ouais. Et je pense que la couve fait quand même un petit peu référence à Steve McQueen dans la grande évasion. Bon, plus musclé, quoi. Steve McQueen, attends, il était quand même... Enfin, là, ça fait... Ouais, là, ça fait too much, mais Steve McQueen était... Attends, Steve McQueen, J'ai quoi. pas dit que Steve McQueen était pas musclé, j'ai dit juste qu'il était pas bodybuildé, quoi. Ouais, mais Il a Steve dit que McQueen, Steve quand McQueen, c'était une tapette, quoi. Ah ouais, quand même. Ouais. Et Mais alors, mais quel est le Steve problème? McQueen, Il a le droit. Chacun est libre de sa sexualité. Donc, Donc, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? alors déjà, je vais tout de suite parler du truc qui change tout de suite, c'est le dessin. Tout à fait. On change de dessinateur et on est vraiment dans la continuité au niveau du style graphique, au niveau de l'approche technique, du dessin et de la couleur. En gros, c'est vraiment je pense que c'est du crayonné directement ancré. Je sais pas comment il fonctionne, mais directement colorisé. Je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais en tout cas, vraiment un travail graphique qui reste dans les teintes et dans le ton. Qui n'a pas les défauts que pouvaient avoir les premiers albums de Block 109. Ouais. Qui était souvent le manque de personnalité des personnages. Là, pour le coup, ils sont tous hyper typés. Mais vraiment hyper typés, hyper marqués. Tu peux pas te tromper de savoir qui est qui, quoi. Ils sont tous bien caricaturaux, mais il y a certains, voilà, tu peux pas, il y a pas d'erreur, on est bien d'accord. Ça permet de bien les différencier. Donc, c'était un des défauts du premier Block 109
que les auteurs avaient, quand tu chuchotes, on t'entend, que les auteurs avaient, je fais coucou à la caméra. voilà. Il me dit pas d'erreur, il me fait coucou à la caméra, on a compris, pas d'erreur, c'est le sieur, Mathieu, c'est bon, elle est là, elle est calée. Oui, et en prison, il en faut de l'huile. Donc, reprenons. Oui, pour les bodybuilders. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, bien Là, sûr. surtout, c'est qu'en Australie, vas-y, va te mettre de l'huile par 45 degrés, ouais. C'est pour le bronzage. Ouais, pour le bronzage, ouais. C'est ça. frugal. Bref, l'histoire est intéressante. On est vraiment dans du récit de prison. On voit que les mecs s'amusent à changer de style, de registre à chaque histoire. C'est ce que je trouve vraiment sympa. C'est toi qui m'avais dit ça tout à l'heure, qu'il y a un petit côté Prison Break, hein, vraiment dans le récit de prison, le mec qui débarque, le mec Ouais, qui a un plan. Il a un plan. Il a un plan et il fait plein de choses. Du coup, tu sais pas vraiment, enfin, tu comprends pas vraiment pourquoi il en fait certaines. Jusqu'au final où tu fais ah ouais d'accord, c'était malin. Alors, Un peu too much quand même, mais est-ce que le final tu l'as vu arriver dans ta gueule? non. Ah, ça va. Alors le secret de base, je dirais, il y a plusieurs niveaux dans le secret. Il y a le secret du personnage, qui il est. Je l'ai vu venir. Son objectif, je l'ai pas vu venir. Voilà. Ouais, parce que forcément, en fait, l'objectif, il nous manque une donnée qu'on ne découvre qu'à la fin. Voilà, qui est un peu le Deus Ex Machina, mais j'avais vu, donc je trouve ça pas mal, parce qu'en fait, il y a deux mystères. Il y a qui est ce personnage, donc ça, on peut deviner assez facilement. Je pense que c'est pas très compliqué. Hein. Son objectif, il nous donne pas les données qui nous permettent de le deviner, donc et je trouve que c'est malin entre guillemets parce que disons que ça te... C'est malin, c'est gourmand, c'est croquant. En fait, il va juste faire un son métallique pourri pour dire des conneries en fait. C'est ça. Je vais vous pourrir l'émission. C'est ça. Non, mais justement, je trouve que c'est contrairement à des fois où on se retrouve avec le tadam à la fin où on se dit putain mais c'est à chier quoi, on pouvait rien deviner. Celui-là, moi je l'ai trouvé bien amené parce que le cul, mais en même temps. Mais t'as une chance de découvrir des trucs par toi-même. Pas tant que ça quand même. Oui, non, mais deviner qui il est, tu vois, je veux dire, oui, t'as moyen. Tu en devines une partie, mais c'est vrai que la révélation finale quand même tu l'as pas. Voilà, non mais justement c'est là que c'est bien écrit, c'est malin, on voit qu'il y a un bon travail au niveau de l'écriture, quoi, de cette double détente au niveau des révélations, c'est deux niveaux de secret qui font que t'arrives à la fin, tu fais ah ouais, pas mal. Et en plus, le cadre qui change totalement du côté très très froid qu'il y a dans le premier tome de Bloc 109. Ce côté vraiment la chaleur, on avait je trouve que même dans les autres qui se passaient plus dans des périodes ensoleillées, celui qui se passait en Afrique, etc. Tu as eu l'Afrique, tu as eu New York. Faisait moins. Tu as eu l'aviation russe. Faisait moins péchu, tu vois. Bref, moi j'ai passé un très bon moment à lire ce tome de Bloc 109. En plus, ils ont changé de format, il me semble. Non, il y a que le premier qui est au petit format, il me semble. Ils ont tous été en grand format. Ah non, je confonds avec les Chaos Team. Oui, Chaos Team, qui est un format comics. Les mêmes auteurs. Donc, et toi, Théo ? Quoi ? Tu nous dire, tu es d'accord avec moi ? Tu as quelque chose à rajouter ? C'est ce que je viens de te dire, que je suis d'accord avec toi. D'accord. Non, franchement, putain, le mec, je lui parle, il m'écoute même pas en fait. C'est trop fort quoi. D'habitude, il me coupe la parole et maintenant, il m'écoute même plus. Non. Écoute, tu vois, regarde, moi je suis même plus dans la pièce, toi il t'écoute pas. Ouais, je sens que l'émission bientôt ça va être un long monologue en fait. C'est pour ça que je donne la parole. Vas-y. Écoute, non mais voilà, moi j'ai déjà terminé, j'ai fait ma chronique. Ok, quelle étagère ? Historique. Historique, chronique, mais historique. Ouais, mais c'est chez toi, c'est une étagère qui est facile à porter de main, qui est... Ah ça, l'histoire, oui, chez Mathieu, c'est une bibliothèque complète historique. Oui, voilà, non, mais c'est la bibliothèque qui est dans l'entrée où tu la trouves facilement. Enfin, toutes tes bibliothèques sont dans l'entrée. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est quelque chose que tu peux attraper. Enfin, voilà. Est-ce que c'est l'endroit que tu mettrais un endroit où t'as envie de pouvoir y accéder facilement. Est-ce que tu le mets en tête de gondole ou est-ce que tu le mets plutôt en rayonnage bas, genre les gens ils ne voient pas à côté non, alors c'est le rayonnage en fait juste à côté des toilettes, parce que ça c'est les BD que je reprends pour les lire en faisant un petit passage. Pour relire un petit passage aux chiottes. Ok. Non, je les relis en un passage, c'est ça que je veux dire. D'accord. Et en gros, quand tu es malade, tu lis le premier tome de Bloc 109. Parce qu'il est épais. Hein. Ok, moi je le mettrais, oui, sur une étagère plutôt uchronie, pas historique, parce que les trucs historiques, en général, je les mets assez haut et assez loin, parce que bon, c'est mignon, mais je suis pas très fan. Celui-là, ouais, non, il serait un peu plus proche, et je me ferais une étagère spéciale, ouais,
à côté de ce genre de truc, quoi. Chronie, totalement, parce que c'était fun. Le poids, pâché. À la suite. Suivante. Piège nuptial. Oh là là. Alors, c'est l'histoire, ça se passe en Australie, et il y a un gars, il est en prison. On l'a déjà fait, non? Ouais, mais tu vois les hasards de la programmation. Oui, et vraiment les hasards de la programmation. Piège nuptial de Christian Demeter est une adaptation d'un roman de Douglas Kennedy. Et qui fait flipper ta race. Ah oui, qui fait flipper ta race. Franchement, c'est l'histoire d'un gars qui se fait un voyage tranquille en Australie. Un road trip, quoi. Il prend du fun. Il était journaliste, je crois, ou un ça. truc comme ça. Il veut prendre du fun. Il décide de se passer un moment tranquille. Puis il croise une meuf qui en gros a quitté son patelin paumé d'Australie pour découvrir le monde. Et puis ils s'entendent bien, ils couchent ensemble, ils passent un bon moment, ils se torchent la gueule, ils baisent, c'est la fête totale. Elle en veut plus que lui. Et puis à un moment donné, alors qu'il est à moitié dans les vapes, parce qu'en gros il en a marre, quoi, il a envie d'aller voir ailleurs, de faire autre chose, tu vois, c'est le mec qui est un peu sans attache. Il demande non mais finalement tu veux qu'on reste ensemble, et lui il dit ouais. Et en fait il aurait mieux fait de fermer sa gueule parce qu'il est drogué, et quand il se réveille, il est dans le patelin paumé de la jeune fille, qui explique que c'est un patelin qui vit totalement en autarcie. Mais totalement en autarcie, et pour que la population se renouvelle un peu, ils envoient les jeunes femmes à leurs 21 ans aller chercher du sang neuf, parce que tu comprends, pour qu'ils évitent de se marier entre cousins, frères et sœurs, parce que ça craint. Et c'est un village avec ses petites règles bien glauques dont on ne peut pas s'échapper. Et lui donc se retrouve coincé là-bas, avec des gens très violents, totalement enfermé. Il essaie de résister, mais il se retrouve vite fait confronté à une violence difficile. Il est à une semaine à pied dans le désert australien, donc autant dire que c'est une bonne prison, quoi. Il tombe dans une sorte de résilience, et puis bien entendu, il va avoir une opportunité de tenter de s'échapper, qu'il va saisir. Je crois que j'ai bien résumé le pitch. Je peux pas aller plus loin, je peux pas en dire plus. Ouais. Voilà. Waouh. Donc je l'ai vraiment lu il y a pas longtemps, et ça a été une belle claque au niveau du ton. Le ton m'a totalement c'était mal à l'aise, quoi, en lisant ça. Moi j'ai trouvé un petit mélange avec Misery, tu vois, où tu te retrouves avec le gars enfermé, prisonnier, qui plus sûr, plus sale, quoi. Ah oui, non, mais encore plus glauque. Je suis bien d'accord, parce que là il est dans sa merde, quoi. Mais au sens concret du terme, hein. Et avec le vieux patriarche despote qui dirige en fait tout un village, et ils sont tous consanguins, c'est une horreur, enfin. Ils ne sont plus dégénérés, quoi. Tout est cliché, pas quoi. dégénérés, parce que il y en a quand même qui sont vachement il y en a quelques-uns, mais c'est ceux qu'on fautait globalement, mais globalement pas dégénérés, parce que non, mais justement ils essayent d'éviter le côté consanguin, c'est pour ça qu'ils envoient les filles aller chercher des mecs, quoi. Et juste les gars qui ont décidé d'avoir un mode de vie et qui veulent forcer les gens à le suivre. C'est ça en fait qui est difficile. Oui, parce que du coup il a même pas le choix de pouvoir on va dire voilà, procréer et ensuite se casser. Non, c'est il faut qu'ils restent. Parce qu'eux ils veulent rester en autarcie, ils veulent pas que ça se sache qu'ils existent. C'est le principe d'un secret. À un moment donné, il faut pas que le gars puisse s'échapper, quoi. Ouais, on a à peu près entendu, mais ton son métallique est vraiment pourri. Ouais, ça m'a fait penser un peu à la tour fantôme, là, dont on parlait, le coup du visage en partie de l'opium. Ouais. Ce côté-là, mais bon, pareil, il y a moins un côté ludique qu'il pouvait y avoir dans la tour fantôme. Bref, voilà, très très glauque, et le dessin le sert très très bien. Au niveau du dessin, c'est quasiment... Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir presque que des peintures, des tableaux, en fait, de... Comment il s'appelle Je vois de qui tu veux parler. Un américain très classique. Le tableau avec les gars dans le bar, là. Voilà. On voit fais-nous une recherche, Tizak. C'est toi que tu sers à quelque chose. Que tu sers à quelque chose un peu. En même temps, vu les critères qu'on lui a passés, là, si tu veux, il est super top, là. Ouais, là, peintre américain, super connu. Voilà. Bah, tu vois. Denis, non, Edward.
Dennis Hopper. Mais je Non, crois qu'ils Dennis Hopper, c'est lui qui joue Bowser dans Super Mario le film. mais il jouait aussi dans Easy Rider. Ouais, meilleure référence. Oui, donc Edward Hopper, effectivement, voilà, ce côté-là. Et effectivement. Très réussi dans la narration, on n'a pas l'impression que ça vient d'un roman. Non, clairement, ça fait, ça reste très, enfin, temps mort. Ouais. Souvent dans un bouquin, tu vas quand même avoir des moments où tu vas avoir Trop de narratif. Du narratif, où tu vas un petit peu revenir sur un temps calme. Et là, en fait, même les temps calmes, vu que t'as le visuel, ça te permet, je pense, de rester dans une sorte de dynamique où tu vas justement chercher que subit, on va dire, notre héros pour, Voilà, jusqu'au bout. La chute m'a un peu déçu. Le final, pas la chute, parce qu'il n'y a pas vraiment de chute, c'est il réussit pas, enfin bon ça on va pas vous révéler, mais le final m'a un peu déçu sur cette dernière scène où tu fais oui bon ok, mais c'est nul comme dernière scène. c'était pas ce que j'attendais. Voilà. Mais tout du long, waouh, tu restes sur le cul. Quoi. Bon, en attendant, moi qui ne l'ai pas lu, ça a juste l'air très très beau. C'est quoi? C'est de l'aquarelle ou des crayons aquarellables, un peu comme ça? Je dirais que oui, ça ressemble à de l'aquarelle. Ça ressemble à de l'aquarelle, j'aurais dit, ouais. Mais bon. Ça ressemble à de l'aquarelle, mais qui a dû être fait dans un format beaucoup plus grand. Ça reste, par rapport à du Hopper, ça reste quand même plus doux, et l'espèce de côté un petit peu flou qui est apporté, renforce un peu le côté, je pense le contraste entre le début où, tout se passe bien et c'est le petit road movie mignon où tout va bien par rapport au c'est que ça doit être vachement contrasté par rapport à la suite du bouquin. Je pense que ça renforce aussi l'idée de chaleur et de crasse, cette espèce de petit côté un peu flou. Ouais, ça y contribue effectivement. Donc voilà, c'est un bouquin voilà que je conseille pour ceux qui aiment Douglas Kennedy. Après je connais pas Douglas Kennedy, mais c'est chez qui? J'arrive là, en fait le problème c'est que c'est une édition France Loisirs. Voilà, Casterman, parce que là c'est une édition France Loisirs que j'ai. Mais c'est chez Caster. C'est chez Caster, l'auteur s'appelle Christian Demeter, et pour le coup, du coup, je suis allé jeter un petit œil à sa biblio, et il a fait que des trucs un petit peu strange et un peu glauque. Alors, Le sang des Valentines, oui, il est connu aussi. Il est connu pour son adaptation de voilà, Dallas, une journée particulière, et le Shutter Island. Voilà, Shutter Island. C'est son adaptation de Shutter Island qui a beaucoup fait parler d'elle. Parce qu'elle est sortie à peu près en même temps que le film. Elle est sortie à peu près en même temps que le film, mais c'était un hasard. D'accord. Fort. Voilà. Écoute, en attendant, voilà, ça a l'air très bien. Il y a du Scarface, il y a du Marilyn Monroe de l'autre côté du miroir. Enfin, c'est un gars que du coup j'essaierai de suivre d'un peu plus près parce que ça a l'air vachement sympa cette histoire. Voilà. Quelle étagère? Celle qui fait peur. Ouais, dans les trucs d'horreur, tu mettrais? Bah, pas truc d'horreur, mais bon, le truc que tu lis pas non plus tous les jours, quoi. Malsain. Ouais, en fait, voilà, non. L'étagère malsain, mais que tu as envie de faire passer à tes potes. Clairement, je pense que ça, c'est non, mais, je t'ai vu du coin de l'œil, là-bas. Non, mais dans le sens, c'est le bouquin que t'as envie de partager. Ouais, c'est ça, de partager, mais avec des gens que tu connais bien quand même, parce que tiens, lis ça, c'est trop rigolo. Mais tu vas adorer. Et samedi soir, viens manger à la maison, on va se faire un petit truc sympa. Tu vas faire le pitch comme ça, toi, à quelqu'un? Non. Voilà, tu sais, ta collègue de bureau, tu lui dis, tiens, lis ça me donne des idées, moi. Ouais. Vas-y. Le truc qui donne trop. Viens manger chez moi. Allez, viens, on se fait une soirée pizza. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Viens. Arrête. Oui, non, moi, étagère, non, c'est le truc que je mettrais vraiment, ouais, dans une étagère à portée de main, avec tous les romans graphiques que j'ai bien aimés et que j'aimerais conseiller. Bien. La vie de tous les jours de Michael Roux chez Bambou Édition. Alors, la vie de tous les jours, c'est comme son nom l'indique, c'est la vie de tous les jours de Michael Roux, qui est donc auteur de bande dessinée, bien évidemment, qui est marié, qui a une compagne, qui elle travaille dans une crèche, et bien sûr, leur vie tout à fait normale va continuer, se concrétiser par l'arrivée d'un petit garçon, un petit Léon, et donc ça va être les péripéties de cette petite famille, et donc
principalement du papa, qui va devoir gérer son métier de dessinateur, les planches, qui apparaissent, qui disparaissent, qui sont déchirées, qui sont transformées en dessins, en croquis, en avions en papier, en cale-porte, en tout ce qu'on veut. Donc voilà, il va falloir qu'il arrive à préserver une vie de couple, à devoir avancer dans sa vie de couple aussi, donc essayer d'acheter un appart, une maison, etc., faire à bouffer, aller gérer le petit à l'école, etc. Bref, la vie banale et normale de tout un chacun, de Michael Roux, qui est donc un auteur de bande dessinée, avec ce que ça peut entraîner, comme je le disais, de petites péripéties par rapport à son travail, puisque bien évidemment, il travaille à la maison, et tout ça sur un ton très bon enfant, très enfantin. Michael Roux se présente lui-même, malgré sa barbe, en personnage finalement assez sympathique, parfois un peu... C'est vrai que les barbus en général ils sont pas sympas. Et oui, Pierrick, on est comme ça, on est barbu et on n'est pas sympa. Et ouais, donc voilà, il se présente lui-même comme personnage un petit peu gentillet, enfantin, qui aime bien se transformer en pseudo super-héros en se collant un slip sur la tronche ou ce genre de choses. Et voilà. Enfin, bref, tout ça est dans une ambiance très très mignonne et sympathique. Voilà pour le pitch général. Si on rentre rapidement dans le dessin, eh bien le dessin reste dans cette même veine. Aussi bien au niveau du choix des couleurs que du dessin des personnages, des yeux juste en petits points assez gentillets, les décors toujours avec des petites figurines, des petites attentions, des petites choses cachées, mais tout ça voilà qui reste toujours très bon. Oui, dessin, moi qui me convient très bien, j'aime bien le trait de Michael Roux, très simple, ça doit être dessiné, je pense, au feutre, y a pas de plein de déliés dans l'ancrage, c'est assez dynamique, assez efficace, des couleurs qui fonctionnent bien. Rien à dire sur le dessin. Oui, on est dans du gag aussi, gag en une planche. Oui, pardon, j'ai oublié de préciser la structure, donc c'est sur une page, on va avoir soit une page pleine avec une grande vignette qui représente le gag, parfois c'est sur une demi-page, et sinon généralement ce sont des strips en 6 cases, en 3-3, qui présentent la scénette, la situation, de façon assez rapide, assez claire et nette. Voilà, avec un gaufrier hyper classique. Oui, tout à fait. Moi j'ai été déçu. J'ai été déçu parce que le pitch me parlait, me semblait sympathique, mais j'ai trouvé ça mignon, mais la moitié des blagues m'ont fait légèrement sourire, mais tombé un peu à plat. Alors vous savez que je suis un peu difficile sur la BD à gag. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Tu ris jamais en fait, c'est ça le problème. Voilà, c'est ça. Non, il est jaloux parce qu'il y a des gens qui arrivent à faire rire et pas lui. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Je vais aller me pendre. D'ailleurs, mais ça risque de faire rire les gens, ce serait ma dernière blague. Non. Donc je pense que en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai déjà trop une idée de ce que peut être entre guillemets la vie d'un auteur de BD pour trouver ça. C'est un truc auquel je m'attendais pas du tout. Il y a son gamin qui a dessiné sur ses planches. Voilà. C'est un peu le problème que j'ai eu, je pense. Je pense que ça marcherait beaucoup mieux pour quelqu'un qui connaît pas du tout ce milieu et qui s'y intéresse pas. Donc pas du tout moi, en fait. Et vous ? Un peu la même sensation. Vas-y, Matt. Non, je t'en prie. Voilà, un peu la même sensation de déjà vu, de pas de nouveauté, pas de réelle surprise dans ce qui a été présenté. Effectivement, il y a quelques gags qui sont très sympas, mais dans l'ensemble, au mieux, ça fait sourire. Voilà, ça manque un petit peu de peps et de nouveauté pour arriver à chambouler ma lecture là-dessus, ou notre lecture, parce que je pense qu'on en est un peu tous les trois en même temps là-dessus. Sur ce type de bouquin. Donc moi c'est pareil, le principe des strips me plaît beaucoup, mais il faut vraiment que ce soit incisif. Et là, ça ne l'est pas. Voilà, c'est mignon, comme je disais en introduction. Il y a du travail, la question n'est pas là, mais voilà, ça manque de peps, il manque quelque chose d'incisif là-dedans pour déclencher quelque chose. C'est un petit bateau qui flotte sur l'eau, mais bon, la mer est pas assez déchaînée et le bateau n'est pas assez drôle en lui-même. Poète. Ouais, enfin, là, quand même, les gars, vous envoyez du pâté, quoi. C'est lourd.
Toi, quel sens de l'humour dans le groupe, tu le sais bien. Écoute, moi j'ai trouvé ça très fun. Enfin, voilà, c'est peut-être pas, je ne la relirai pas tous les jours, mais il y a quand même des petits moments assez drôles, quoi. Parce que c'est vrai que c'est la vie de tous les jours d'un auteur de bande dessinée, mais c'est aussi la vie de tous les jours d'un papa avec son gosse, d'un couple face à un enfant. Voilà. Puis J'aime bien la notion de le couple face à l'enfant. Si c'est un des prochains films du studio Asylum. Alors, Méga Parents versus Super Children. Alors, moi, je dirais quand même Batman vs Children. Voilà. Donc, juste couverture. Donc, Michael Roux, la vie de tous les jours. Et en dessous, donc, de sa table de dessin, tu as marqué quand même confession d'un canard sextoy. Oui. Donc, ce que je te disais tout à l'heure en introduction, c'est qu'il y a plein de petites choses cachées. Il y a plein de petites choses cachées. Et justement, je trouve que c'est drôle parce que c'est aussi la vie d'un couple. Quand par exemple le gamin trouve le vibro, c'est fun. C'est fun. Tu as un truc à me dire, Mathieu? Non. Ikea Pardon. Pourquoi Ikea? C'était une pub Ikea, une fausse pub Ikea qui raconte exactement la même chose en fait. C'est rangé. Non mais voilà, c'est pour ça, c'est... Ouais, non mais excuse-moi, en fait, moi je passe pas assez ma vie à regarder les fausses pubs Ikea pour... Mais je l'avais vu dans Culture Pub, il y a Perpète, c'est pour ça. Bon écoute, voilà. Là, mais ça m'a fait rire quand même. Ah non mais je comprends tout à fait ce que je dis. Ça m'a fait rire. Ensuite, c'est vrai que dans tous les dessins, t'as souvent des petites figurines qui sont cachées de Lucha Libre ou d'autres trucs qui sont quand même vachement fun. Et voilà, moi j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça bien. C'est peut-être pas la bande dessinée du siècle, certes, mais en tout cas pour du strip, ça, je trouve c'est drôle et puis ça peut être un très bon cadeau à offrir pour plein de bonnes raisons. Je dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est pas pour moi. Voilà, tu as dit que c'était pas pour toi, mais moi je dis que moi c'est par exemple c'est pour moi. D'accord. Tu repartiras avec puisque c'est comme ça. Et voilà, je suis très honoré. En plus, il y aura un tome 2. Dans ta bibliothèque, tu le mettrais où donc? Eh ouais. Tizak, où est-ce que tu... Moi, chez toi. Ça c'est typiquement les trucs que tu relis quand t'as 2 secondes, quoi. Ouais, vraiment passage rapide aux toilettes. Mais non, pas bon. Faut arrêter avec les chiottes, les gars. Ça va. C'est toi. Putain, mais j'y passe pas ma vie aux chiottes quand même. Non. Si un jour tu perds ton job, tu pourras toujours faire Madame Pipi. T'as vu là le boulot de bouquins que je vais lire, quoi. C'est terrible. Tu vois. C'est quoi ton job, Madame toute la journée, est-ce qu'on jette des dans une assiette? T'as eu le temps de le lire quand même. La lecture rapide, quoi, du easy reading de chez Easy Reading. Ok. Les cauchemars de Lovecraft de Horacio Lalia. Alors, les cauchemars de Lovecraft, je t'écoute. Oh écoute, on est chez Glénat. L'idée étant d'adapter les nouvelles de H.P. Lovecraft en bande dessinée. Donc on est sur du noir-blanc. L'édition intégrale là regroupe une petite vingtaine, entre 15 et 20 nouvelles. Donc toutes présentées en noir et blanc, toutes sur le même style graphique. On est quand même assez à l'ancienne au niveau de la présentation, aussi bien au niveau de la présentation des titres, etc. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un côté très le conte de la crypte au niveau de la présentation de tout ça. Et donc voilà, l'idée étant de présenter l'univers de Lovecraft et chacune de ses nouvelles en BD. Ça fonctionne bien au niveau de la présentation. Il y a du boulot, hein, la question n'est pas là. L'édition est très bien. Jolie édition, voilà, jolie présentation, jolie couverture, et tout est donc en noir et blanc, et la couverture aussi est en noir et argent brillant. Alors c'est effectivement une belle édition, c'est une belle anthologie de nouvelles de Lovecraft, avec un dessin de Horacio Lalia qui est vraiment, moi je trouve superbe, un très beau travail de la mise en forme, de la mise en page, et du dessin, un travail sur les personnages ridés, tout ça qui est superbe. Mais on va peut-être commencer par une petite confession. C'est un livre que nous pensions avoir en 2 exemplaires. Ce n'était pas le cas. Et ce n'était pas le cas. Car nous avons reçu avec joie et bonheur... c'est comme l'exemplaire de 9 portes, ça. Ouais, nous avons reçu un bel exemplaire de presse des cauchemars de Lovecraft.
Thio m'a dit, mais je l'ai déjà. Et en fait, on s'est partagé le tome de Thio et on s'est rendu compte qu'en fait, il avait une vieille édition qui n'était pas à l'intégrale et il manquait des bouts. Alors, cela suffit pour se faire une idée. Maintenant, l'autre confession, c'est que je n'ai pas eu le temps de lire l'intégralité du De la premier deuxième tome. page. L'intégralité de la deuxième page, oui. Ouais, l'intégralité du tome qui n'est pas l'intégrale. Mais tout de même, cela permet de se faire une idée. Car il y a une grande particularité graphique qui est facile à noter, donc je vous l'ai dit, c'est beau. Techniquement, moi je trouve ça superbe. Un travail du noir et blanc qui va très très bien dans le ton de Lovecraft, même si c'est parfois un peu trop net, un peu trop clair. Ça manque d'indicible, on va dire. En fait, il y a une recherche parfois de trop de détails et de pas assez de brume. Alors du coup, ce travail à l'encre parfois complique la tâche. Voilà, c'est un peu ça le souci par rapport à du Lovecraft. Par contre, ça a un des défauts, c'est d'être une adaptation qui se veut fidèle dans le ton des nouvelles de Lovecraft. Et les nouvelles de Lovecraft, souvent, c'est un mec qui raconte et c'est super verbeux. Et du coup, c'est un petit peu indigeste. Voilà, non, ce que je dis, c'est une bonne adaptation de Lovecraft, fidèle dans ce sens-là, mais qui en a les défauts. C'est ça. Et je pense qu'il aurait fallu penser la chose radicalement différemment pour arriver à éviter ce côté verbeux, mais surtout du coup difficile à la lecture parce que même le découpage des cases dans la page, on est sur un Goscinny qui se veut de temps en temps un petit peu pseudo-atypique avec des inclusions machin, mais alors du coup déjà que le texte de Lovecraft peut être parfois lourd. Là, au niveau du sens de lecture, etc., on facilite vraiment pas la lecture et on facilite pas non plus la lecture des dessins parce qu'on est quasiment tout le temps sur des paysages et franchement, faire un espèce de panoramique, mais en plus petit parce qu'on est dans l'inclusion d'un autre panoramique, voilà. Pas d'accord. Je trouve ça très compliqué aussi bien en lecture de texte qu'en lecture d'image. Ouais, non, je suis pas d'accord. Pour moi, le travail sur l'image est très réussi. Vraiment. C'est vraiment le côté gros pavé de texte au milieu qui pose plus souci. Thio ? Franche. Malheureusement, en fait, je vais prendre la voie médiane. Je suis désolé, les gars, mais le Bayrou. Bon, écoute, ouais. Donc, premièrement, pour le dessin, c'est exact que ça peut paraître, il y a foultitude de détails, mais pas tant que ça. Moi, je trouve que ça s'accorde très bien avec les récits de Lovecraft, parce que tu es vraiment dans cette Amérique, on va dire, 9e, qui nous a fait rêver quand on jouait à l'appel de Cthulhu. Oui, nous sommes joueurs de l'appel de Cthulhu. Pour ceux qui ne connaissent pas, le jeu de rôle est un jeu où on fait comme au théâtre et où on vit des histoires. Et il y en a un qui s'appelle l'appel de Cthulhu, qui est basé sur des nouvelles de Lovecraft. Lovecraft, qui pour ceux qui ne le savent pas, est un des pères de l'horreur moderne et un des modèles pour Stephen King. Voilà. Je crois que j'ai bien résumé très très vite un sujet qui est beaucoup plus vaste. Et un ami des chats aussi. Oui. Mais aussi un putain de raciste. Mais bon. Lovecraft, ouais, c'est un putain de raciste. Mais c'est la mode. C'était la mode à l'époque, on peut pas non plus tout revenir sur tout. Non, ça s'appelle l'éducation à l'époque. Bon. Et alors, au niveau du dessin, on s'accorde vraiment avec ce style-là. Et ça, je trouve, ça donne un cachet à l'histoire qui est excellent. Ensuite, pour revenir au texte, il y a beaucoup de trucs, certes, mais c'est dérivé d'un bouquin. Et puis, si tu aimes Lovecraft, forcément que tu vas avoir envie de retrouver ses écrits. Et donc moi, je pourrais pas me dire, bon ok, il m'a fait le truc, mais j'ai pas le texte qui va avec, quoi. Ouais, mais tu compares un piège nuptial donc derrière. Alors après, j'imagine que ça devait être beaucoup moins verbeux qu'un Lovecraft Douglas Kennedy de base. Enfin, Douglas Kennedy est toujours vivant, quoi. Lovecraft, ça fait quand même presque un siècle qu'on l'a enterré, donc le style d'écriture est pas le même. Oui, c'est ce que je veux dire. Mais peut-être qu'il aurait pu. Après. Attention, faut dire aussi que c'est une anthologie de vieilles histoires. Je sais plus de quand elle date. C'est les années 80. D'avant la mort de Lovecraft. Après la mort de Lovecraft, c'est les années 80. L'édition que j'ai entre les mains est de 98.
Donc dans tous les cas, souvent sur les histoires de Lovecraft, on se retrouve avec un gars qui a trouvé un manuscrit et qui va nous raconter l'histoire. Et je pense que c'est moi je trouve Kita qui est excellent donc dans l'édition que j'avais parce que donc elle est pas complète, mais on a cet aspect vieille histoire anglaise quand on se retrouve sur les bons vieux Sherlock Holmes où tu as l'odeur de la pipe, le thé qui est en train de fumer sur le bord de ta table et on te raconte ton histoire comme ça, c'est toute une enfin il y a une atmosphère moi je trouve voilà dans ce bouquin. Non, et ça je trouve que c'est ça qui est excellent. Je suis tout à fait d'accord avec toi, on retrouve bien cette ambiance très à l'ancienne, mais justement qui colle très bien à un roman et à la lecture d'un roman, mais qui a en adaptation bande dessinée, bien on retrouve la lourdeur on va dire au niveau du dessin, mais quand elle est associée aussi à la lourdeur de texte, ça fait too much, voilà. Moi, je trouve qu'il aurait fallu repenser le dessin ou la structure de chaque page, vraiment sur quelque chose qui soit plus en contrepoint, et pas qu'on soit dans on est dans cette ambiance-là, avec ces codes-là et ce texte-là, et je trouve que ça faisait too much. Voilà, c'est un peu comme avoir la veste, le veston, le pantalon et le chapeau, tout pareil, tout à carreaux, tu vois. Ça fait too much. À un moment donné, il faut qu'il y ait un truc qui tranche, et là, j'ai trouvé qu'il y avait rien qui tranchait. Je pense qu'il te manque un peu en fait aussi le bagage histoire de la BD au niveau de l'époque où ça a été fait, de ce qui se faisait à l'époque, parce qu'il me semble que tu as commencé à lire beaucoup de BD récemment avec nous. Et donc voilà, je pense qu'il te manque peut-être le contexte. Pour moi, c'est quelque chose qui est du pré-Rorke par exemple. Quand tu vas lire un Rorke, oui, je sais pas si Andreas l'a lu. Je sais pas si Andreas a lu ça, mais je sais pas, il y a des trucs qui me font penser à du Rorke, au premier Rorke au niveau des mises en page justement. Donc tu vois, je suis d'accord avec toi Pierre, sauf que du coup, on est quand même 30 ans après ces codes-là. Oui, mais faut replacer dans le contexte. Et oui, mais ressortir une édition comme celle-là au jour d'aujourd'hui, c'est bien gentil, mais c'est un petit peu comme vouloir sortir une 4L et te dire waouh, c'est un peu comme Apple, ceci est une innovation, quoi, tu vois. Non, donc, c'est comme ressortir un bouquin de Victor Hugo dans une belle édition. C'est plutôt ça mon approche. Ben non, parce que quand tu ressors un Victor Hugo, tu ressors pas une adaptation de bande dessinée de Victor Hugo. Il faut pas oublier que ça reste une adaptation de bande dessinée d'un texte, d'un roman, quoi. Donc, oui, mais alors là, on rentre dans la valeur qu'on donne aux adaptations et on rentre dans un débat sans fin. Parfois, une adaptation peut être mieux que l'œuvre originale. Je ne dis pas le contraire, sauf que celle-là, elle est passée, elle est datée à mon sens. Voilà. Pour moi, il aurait fallu qu'il y ait une réadaptation, une réécriture, et simplement faire une ressortie, une refucette de ce qui s'était fait il y a 30 ans. C'est comme regarder, oui, mais c'est le côté patrimonial. Mais oui, mais c'est comme regarder Qui veut la peau du Grisby ou ce genre de truc. À un moment donné, il y a des films qui ont été une anthologie. Je crois qu'il a inventé le film. Non, c'est passé. Ouais, en fait, il a cité une phrase, une réplique du film, mais c'est pas le film. Ouais. Bref, toujours est-il que ça fait partie de tontons flingueurs en fait. Les tontons flingueurs. Ça fait partie des choses qui font partie du patrimoine, mais quand tu les revois, tu peux quand même dire que ça a vieilli, que ça a mal vieilli, que c'est plus dans les codes. Oui, ça a été une œuvre majeure. Tu peux le dire, mais quand tu vas le lire, il faut pas que tu le compares au code moderne, il faut que tu le replaces dans le contexte du moment où il a été fait. Ouais. Écoute. Si, parce qu'il faut toujours replacer le truc dans le contexte. Quand tu regardes, par exemple, si tu re-regardes aujourd'hui Conan le Barbare avec Schwarzenegger, tu vas te dire, mon Dieu, mais comme ce film est lent, comme il se passe rien. Mais en fait, non, parce que quand tu le remets au moment où ça a été fait. Eh bien, écoute. Tu regardes Nosferatu de Murnau, tu te dis putain les connards, ils auraient pu mettre du son et de la couleur. Non, parce que le Nosferatu de Murnau, c'est au-delà de simplement de l'époque, c'est encore autre chose. Voilà, tu te contredis. Non. Monsieur mauvaise foi. Non, c'est pas mauvaise foi. Non, c'est juste que ouais, là je sais pas, je vois pas bien l'intérêt en fait de ressortir ça. Oui, c'est peut-être pas accroché. Ce qui fait que vous trouvez ça sans doute bien, c'est parce que il y a un aspect nostalgie, ça vous rappelle au code et aux sentiments que vous aviez à cette époque-là. Maintenant, il faut peut-être aussi se mettre à la place et dans la à la place et dans la peau des gens qui vont acheter ça au jour d'aujourd'hui et qui n'ont pas 30 ans de lecture de BD derrière eux. Alors, et ça ne colle pas, ça ne marche pas. Non. C'est pas pour être vendu à des mômes de 16 ans. Parce que donc déjà, moi je l'ai acheté pourquoi? Parce que je suis fan de Lovecraft. Non, ça je l'ai lu, je l'ai acheté donc à l'époque c'était Albin Michel qui s'était paru, donc celui-là de Tom.
Ça doit dater d'il y a 15 ans. Tu l'as eu en 99, t'as une dédicace au début. Ah ouais, Il y a quelqu'un qui te l'a offert, qui a marqué quelque chose au début, c'est 99. Moi, c'est Murnau qui. Merde, il y a un truc secret sur ta vie, quoi. Putain, merde. Vous auriez jamais dû lire ça. Mathieu, vache. marqué quoi, Viviane derrière? Ta gueule, toi. Vas-y, commence à sortir les ex. Oh là là. Putain, la vache. Alors, c'est une ex qui te l'a offert? Ah, sans doute. On passe à la suite. Pour Hein moi, Matt, piège nuptial, c'est une ex de Thierry qui me l'a offert, donc Oh merde! Oh putain! Fais gaffe, pied. Parce que quand tu Ouais. vois le contenu des pièges nuptiales. Bon, on va peut-être Bon, arrêter bref. là-dessus. Bon, en gros, moi, ce que j'ai compris, je vais essayer de faire l'avocat du diable et de trancher. Pour toi, tu penses que on devrait pas ressortir ce genre de choses parce que c'est plus adapté à notre époque, et nous, on pense que au contraire, c'est un côté patrimonial et qu'il est toujours intéressant de voir comment on faisait les adaptations et le travail du récit d'horreur de l'époque. J'ai bien Grosso résumé. modo. Mais ce que je trouve ce qui aurait été bien, c'est qu'effectivement cette édition-là existe et c'est très bien et ça rappelle plein de souvenirs à ceux qui ont vécu cette époque-là. Maintenant, les gens d'aujourd'hui et qui encore une fois n'ont pas 30 ans de lecture de bande dessinée derrière eux et qui commencent à s'y mettre depuis peu de temps, ont le droit aussi d'avoir une réadaptation des textes de Lovecraft. Oui, mais il y en a en plus. Hein. Il y en a en plus. Donc tu le rangerais, j'imagine, au fond de la cave, dans un coffre, il y aurait écrit ne pas dire à haute voix. Hein? Ah non, au contraire. C'est l'indicible. Mais en Ne fait, pas il dire à haute me voix. faudrait une version en braille. Des vermis, mysteries, Et Fangon. Ftagn. Ftolu. Avec en plus un petit tube de Metallica derrière quand il était Ouais. encore bon, quoi. Voilà. Bref, toi tu le rangerais où justement, Thio? Moi, en fait, il est rangé avec mes bouquins de jeux de rôle. Ah ouais, c'est rigolo. Bah moi je le mettrais dans C'est une bonne illustration, en fait, Oui. des histoires et du monde. l'ambiance quoi. du ton. Ouais. Moi je le mettrais dans les classiques. En fait, voilà, un petit rayon grand classique parce que ça en a la saveur. Oh, on arrive sur une belle nouveauté maintenant. Bon, qui tranche si ça totalement. intéresse quelqu'un, moi sur l'étagère, je le range à côté de l'Hépatoum, ça permet de mieux digérer. Les Gardiens du Louvre de Jiro Taniguchi. Ouais, t'as vu, j'ai même pas relevé. Gardiens C'est du moche. Louvre de Jiro Taniguchi, Louvre édition et Futuropolis coédition dans la collection classique que font le Louvre et Futuro. C'est le deuxième mangaka qui travaille dans cette collection, il me semble. Le premier, je suis pas fan de son style, donc j'étais passé à côté. Là, c'est Jiro Taniguchi qui est considéré un peu comme le plus européen des mangaka. Bon, il a travaillé avec Mobius, il a travaillé dans des trucs assez contemplatifs et assez jolis, et c'est vrai qu'il s'adapte bien. Et on va commencer tout de suite par la particularité qui fait bizarre. C'est un album grand format en couleur qui se lit dans le sens de lecture japonais. Et franchement, ça fait trop bizarre là-dessus. Ça m'a un peu perturbé au début, mais c'est pas grave. On s'y fait vite. C'est l'histoire d'un artiste japonais qui allait à un festival international de bande dessinée à Barcelone, et qui, sur le chemin du retour, décide de se faire 4 jours tranquilles pour visiter Paris et ses musées. Parce que, bon, ce serait dommage de pas en profiter. Mais il est bien aussi à Barcelone, mais apparemment, il préfère Paris. Et donc, il commence par le Louvre, mais sauf que il est malade, il est pas très bien, il se fait des alus, et petit à petit, l'esprit du Louvre commence à lui parler. La première à lui parler, c'est la Victoire à Samothrace, quand même. Voilà, mais complète, avec la tête. Oui, complète, avec avec la la tête. Musée de voir les gens. 2. Mieux musée 2, voilà. Et là, il y a Alain Chabat qui arrive dans le rôle de Napoléon, et... non, rien à voir. Il commence à lui parler et à le faire voyager dans une sorte de Louvre idéalisé, et où il rencontre les auteurs dans des conditions idéalisées, les artistes. Et chaque court chapitre va s'intéresser particulièrement à un artiste ou à une œuvre, avec un intérêt assez intéressant, c'est de le replacer d'un point de vue de la culture asiatique. Par exemple, quand ils vont parler de Koro, ils vont t'expliquer en quoi Koro est un artiste qui était vachement plus hype au Japon qu'en France, en fait, à l'époque. C'est comme Mireille Mathieu, quoi. C'est ça, ou Queen. Ou Queen, pour donner un exemple plus Putain, sympa. les gars, oh, Koro, quoi, merde. Oh, crachez pas dans la soupe, quoi. Oui. Il fallait bien faire une vanne, crache pas sur Mireille Mathieu non plus, cochon, là. Non, mais famille et Mathieu. Non, mais il a pas lu, tu sais, quand il a pas lu un truc, il fait des vannes gratuites dessus. Non, mais Koro, alors, quoi. le pire, c'est que je l'ai feuilleté et que j'adore Koro. Donc, commencez pas. Donc, on est vraiment dans
va laissons parler un peu, Thio, du graphisme. Voilà. Non, mais on retrouve avec un trait qui est réaliste pour plein de choses. Tout ce qui est le Louvre, tous les tableaux, les architectures. Et t'y a un truc un peu psychédélique quand il arrive dans ces périodes de rêve où t'as les espèces de on sait pas trop, d'esprits qui se baladent. Vous voyez déjà sur la couve, hein, ouais, c'est un truc de fluide, des sortes de multicolores, d'ectoplasmes multicolores qui flottent. Et je trouve que tout s'accorde de manière géniale. Il nous fait balader, on va dire, entre la réalité, enfin ce qu'on pense être la réalité et ce qu'on pense être son délire de fièvre. Mais de manière, on sait plus où est le vrai du faux, quoi. Et c'est excellent. C'est excellent parce que on sait plus très bien à quelle époque on se trouve, on n'a plus de repères temporels. On est juste spectateur, on va dire, des tableaux et des chefs-d'œuvre qu'il veut nous faire découvrir. Alors, le dessin, bon, superbe. En plus, il s'est bien adapté au format européen. Je parle au niveau du nombre de cases par planche, au niveau du type de narration. Il s'est vraiment très très bien adapté. Donc pour ça, je trouve ça très 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 réussi. Il y a un travail de la couleur qui est superbe. Les reproductions de planches s'intègrent superbement bien avec. Non, franchement, un très très beau boulot. Puis c'est vrai qu'il a un style graphique, j'ai envie de dire, assez européen. Enfin, on reconnaît de la patte asiatique, hein, mais c'est ce que j'allais te dire, c'est que en fait, c'est assez perturbant parce que bon, la semaine dernière, du coup, je l'ai fêté. Et c'est assez perturbant finalement d'avoir une œuvre à laquelle tu t'attends en version européenne entre guillemets, et où finalement tu la prends à l'envers, tu as quand même plein d'éléments, plein de codes qui sont très asiatiques, la représentation du personnage principal est très asiatique, tu sens une grosse patte asiatique mais dans quelque chose qui est très typé européen. Tu sais pas si tu es en train de manger des spaghettis bolognaises dans un restaurant thaï ou de la bouffe thaï dans un restaurant italien. Il y a un petit peu ce mélange de genres, je trouve. Oui, c'est pas ce qui ça m'a pas trop perturbé. J'ai bien trouvé le côté assumé. Non, moi, c'est quelque chose qui a bien marché pour moi. C'est très joli, hein. C'est très beau. Oui. Mais voilà, il y a ce mélange de genres. T'as trouvé le mélange, j'étais un peu perturbé, en fait. Tu l'as pas lu aussi, juste donc comme ça, voilà. C'est ce que j'allais te dire, c'est que juste, c'est la première impression, quoi. Moi, il y a un côté, que j'ai trouvé intéressant, c'est le point de vue asiatique dessus. Faut savoir que pour cette collection-là, les auteurs ont un privilège énorme. Ils ont un accès au Louvre, la totale. Voilà. Y compris la réserve. Y compris la réserve. Totale. J'ai appris que Florent Chavouet travaillait sur un bouquin pour le Louvre, pareil. Je te dis que celui-là, je l'attends. Donc la totale. Ils ont une liberté totale sur ce qu'ils vont raconter dessus. Et j'ai été un peu déçu par ce que raconte Taniguchi. Je trouve qu'il raconte sur les œuvres, ce dont il parle, super, mais l'artifice scénaristique est vraiment bateau, quoi. Ça m'a c'est les esprits, machin chose, gna gna gna, c'est ta pensée de toi, de tes rêves, enfin le monde de tes rêves, c'est bateau, quoi. C'est bidon. Alors qu'à côté de ça, le propos, ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a derrière ce fil narratif est vraiment intéressant. Et moi, c'est la narration que j'ai trouvé, l'histoire que j'ai trouvé bidon, alors que ce que ça raconte, c'est intéressant. Je veux dire, tu vois. C'est-à-dire, donc, la narration est... Bon, en gros, le fil conducteur, ce qui lui permet de nous amener vers chaque œuvre, vers chaque tableau, vers chaque salle, ces esprits, cette histoire des esprits, j'ai trouvé ça bateau. Attends, les esprits, en fait, parce que les esprits, c'est juste pour la poésie du truc, quoi. Ouais, mais j'ai pas trouvé ça poétique. Bon, ça, c'est autre chose. Mais pourquoi est-ce qu'il passe d'un... Ah, je craque. Arrête de toucher à tout, toi, là-bas. Hein? Loin, là. Hein? Tais-toi, toi. Hein? Donc je disais non, c'est quand il passe en fait d'un auteur à l'autre, je pense que surtout c'est parce qu'il veut nous faire découvrir. Il a choisi les auteurs dont il veut nous parler. Lui c'est Corot, c'est Van Gogh, c'est je me rappelle plus le japonais là qui est venu peindre à Paris pour l'exposition universelle, mais c'est tous ces gens-là en fait dont il veut nous parler. Et ça, il se sert du prétexte de la visite du Louvre pour le faire. Mais voilà, mais c'est le prétexte qui m'a pas
plus. C'est par contre ce qu'il racontait dessus, mais je trouve qu'il aurait pu avoir un lien qui aurait mieux fonctionné, comme d'autres on peut le faire dans auquel je pense celui que j'avais beaucoup aimé. C'est celui sur l'Arc de Triomphe tout de suite. Là, Non, l'Arc de Triomphe. Tu dois te jeter dans ta piscine. Non, là. c'est pas l'Arc de Triomphe, on n'avait pas aimé. Non, c'est un enchantement. Merde. Un enchantement, celui au format carré avec le président qui se retrouve, etc. Ouais, Où ils avaient trouvé un lien, quelque chose, tu vois, qui te permettait de passer d'œuvre en œuvre, qui était efficace. Là, je trouve que il aurait viré le coup des esprits et il aurait été plus terre à terre sur le gars, il est malade. Enfin, tu vois, ce côté moins poétique, ça aurait raconté la même chose et ça serait peut-être mieux passé. Ouais, mais parce qu'il voulait, je pense que dans le trip asiatique, il voulait essayer de mettre justement le petit voyage personnel, la petite initiation personnelle, qui rappelait son vécu triste et malheureux. Enfin voilà, il fallait un peu il fallait du pathos dedans, quoi, pour que une vraie fausse profondeur. Ouais, voilà, non, il fallait ça, quoi. Je dis pas que c'est, enfin oui, c'est peut-être mal amené, mais bon, moi je trouve que l'essentiel est pas là en fait. Parce que moi j'ai beaucoup aimé quand il parle justement des différents auteurs, la patte en fait qu'il prend, parce que du coup son trait va prendre les caractéristiques graphiques des différents auteurs qu'il a rencontrés. Quand il est avec Koro, en fait, il va justement prendre les tout petits traits de Koro un petit peu de part. Là, c'est excellent. Quand il va être avec Van Gogh, on va avoir justement donc tous ces grands aplats, enfin tous ces grands mélanges de couleurs. C'est génial, quoi. Après, bon, c'est pas. Moi, ça m'a plu. Voilà, je resterai là-dessus. Pour quelle étagère? Des beaux bouquins. Ouais, je le mets avec livre d'art, moi. Des beaux bouquins. Voilà. Livre d'art. Ok, nous allons pouvoir maintenant passer à Page. Tadam. Bonjour et bienvenue dans Tréma, l'émission qui s'intéresse à la littérature nordique. Aujourd'hui, dans Tréma, nous allons recevoir s'il vous plaît, là, je vous permets pas. Monsieur, vous n'êtes pas le bienvenu dans cette émission. Excusez-moi, je voudrais intervenir car j'ai un message à faire passer. Écoutez, vous pouvez pas comme ça arriver en plein milieu d'une émission. Nous avons quelque chose de prévu. En plus, vous n'êtes pas un artiste autorisé, monsieur. Je ne peux pas vous permettre de parler ainsi. Lâchez cette arme. D'accord. Très bien, monsieur. Allez-y, faites votre texte. Mais après, vous partez, hein. Mais lâchez cette arme. Monsieur Verne, je vous écris cette lettre pour montrer tout le respect et le plaisir que nos chères têtes blondes ont eu à lire vos voyages extraordinaires. Pour votre œuvre et son incommensurable portée, je ne peux pas être le complice de Monsieur Filippi et Camboni. Je ne peux laisser la France sourde à ce plagiat et cette intolérable maltraitance qu'ils font subir à vos récits, Ils ont souillé vos idées d'une noirceur qui ne pourra sans doute jamais être lavée, mais ce soir, je vais essayer. Et pour cela, je vais énumérer les chefs d'accusation à l'encontre de ces messieurs. Tout d'abord, j'accuse le jardinier du pensionnat de son incompétence et négligence pour avoir laissé déraciner un arbre centenaire et avoir mis ensuite la famille de Monsieur Squirrel dans un paysage nouveau qui a amené Madame à rentrer chez sa mère. Le pauvre Monsieur Squirrel s'est retrouvé seul à éduquer ses 3 enfants. J'accuse ces cons de mime de faire chier en plein milieu du passage, toujours. J'accuse Monsieur Filippi et Monsieur Camboni de faire croire qu'au milieu d'une guerre, on peut faire du tourisme sur un paquebot, sur un dirigeable, un hydrolisseur, luxueux. Voilà, c'est d'une inconséquence sans nom pour l'exemple qu'il propose dans notre jeunesse. J'accuse Madame Lapoule d'avoir pondu l'œuf la première. J'accuse enfin les parents irresponsables de laisser leurs enfants jouer avec des jouets d'adultes. Il faut d'abord laisser les adultes jouer avec. J'accuse les forces de l'Axe et les alliés de ne pas se laisser... La vache, les gars, vous n'avez pas été sympas quand même. De ne pas laisser le trophée Jules Verne se dérouler tranquillement. J'accuse Monsieur Rockefeller de faire croire que l'argent peut tout acheter. J'accuse enfin le 3e axe d'être des méchants, froids et sans aucune émotion. J'accuse les sous-traitants de GDF Suez d'être des débiles qui savent même pas ouvrir un robinet de gaz. J'accuse enfin ces femmes qui, telles des naïades, font leurs ablutions dans des petites tenues, de contrevenir à la bienséance et de défriser les moustaches des pères de famille. Devant tout cela, Monsieur Verne, j'espère que vous comprendrez le bien fondé de ma supplique et réaliserez ô combien votre œuvre a marqué votre époque et les suivantes. Combien vous nous sommes aujourd'hui redevables devant tant de génie,
et que la modeste contribution de Monsieur Philippi et de Monsieur Camboni, qui est la continuité de votre œuvre sans aucun doute, même si nous l'attaquons aujourd'hui, est un magnifique témoignage de l'admiration de ce 21e siècle. Un siècle qui vous aurait certainement charmé par ses phares et ses lumières, peut-être même horrifié aussi par tant d'obscurantisme et d'intolérance. Monsieur Verne, je vous salue, en espérant que ce voyage extraordinaire continuera encore longtemps. Ouh, c'était dur. Je pense que, tu vois, la vidéo, je te dis que c'est pas une bonne idée, parce que Tizak, je pense, te faisait plein de saloperies en arrière-plan, c'est ça? Non, j'avais des trucs dans le coin. J'étais juste mort de rire, je n'en pouvais plus. Heureusement que j'avais coupé le micro. C'est quoi, c'est tes fautes qui t'ont fait mal? Non, c'est que, voilà, je vous avais demandé un truc et vous l'avez pas fait. De corriger tes fautes. Oui. Ouais, non mais, ça s'appelait réécrire un texte, Mathieu, à ce niveau-là. Mais tu notes qu'elles t'ont choqué toi aussi. Eh ben, la prochaine fois, les gars. À vous de faire le taf. Non, la prochaine fois, tu dis que t'es ta femme. Ça sera bien aussi. Non, mais la prochaine fois, on l'a tous fait ensemble, déjà. Oui, on a les 2 prochaines émissions qui sont déjà enregistrées, on a déjà fait les prochaines placements. Bref, nous allons parler de voyages extraordinaires de messieurs Philippi et Camboni, et nous allons donc laisser notre ami Tizak nous dire de quoi que ça parle, vu que c'est lui qui a les 2 premiers tomes. Alors, je dis rien. Pour faire simple, le premier tome nous plante le décor. Alors on est en Grande-Bretagne, on est en 1927. On a 2 jeunes enfants, Noémie et Emilien, qui sont de jeunes enfants, mais tout de suite on voit qu'ils ne sont pas du tout comme les autres. Ils sont très en avance pour leur âge. Ils sont très versés dans les domaines mécaniques, scientifiques, etc. Ils sont tous les 2 cousins et visiblement issus d'une famille assez riche. Ils sont dans un pensionnat où ils font tourner en bourrique le directeur. Et finalement, le directeur se pointe en disant que ils vont devoir passer le reste de l'été avec leur famille, ce qui semble les étonner, puisque visiblement ça fait de nombreuses années qu'ils n'ont pas vu grand monde. Ils sont très habitués à cette espèce de vie solitaire et indépendante, tous les 2, loin de la guerre, car on est en 1927, mais pour autant, on est toujours pendant la Première Guerre mondiale. Qui visiblement a continué à se faire. Donc on est dans un univers parallèle, un petit peu plus steampunk beaucoup plus steampunk que la réalité que nous avons connue et qui a été réelle. Et donc la réalité que nous avons connue qui a été réelle. Excuse-moi, je me permets de relever cette formule. C'est-à-dire quand j'ai dit que nous avons connu que nous avons connu en 1914-1918, cher ami, même 1927, voilà. Qui a été réel quand même. Mais qui était réel quand même. Voilà. Bref, nous faire croire, ils repartent donc dans leur famille et ils vont découvrir tout un tas de petites choses très étranges au cours de ce premier tome. Donc voilà, on nous plante le décor et on nous met en place l'intrigue principale dans ce premier tome. Bref, ils vont surtout devoir reprendre leur flambeau du père d'un des enfants, qui est de tenter de réussir un trophée, de remporter un trophée, le trophée Jules Verne, qui leur demande de traverser le continent avec un vaisseau qu'ils ont créé eux-mêmes et qui peut aller sous l'eau, sur terre et dans l'air. Alors, le principe de ce vaisseau reste tout ce qui est d'ordre magnétique et donc tout est possible. On peut voler, on peut aller sous l'eau, on n'a pas besoin de respirer particulièrement. Enfin voilà, ça protège des coups, des chocs, etc. Oui, mais ça c'est leur vaisseau à eux, mais apparemment tout le monde doit créer un vaisseau qui va permettre d'aller dans tous les environnements différents. Ça c'est le leur, et vu qu'on est en période de guerre, vous doutez bien que ce genre de technologie et de véhicules peut être très vite très prisé par l'armée des 3 camps, car effectivement il y a 3 camps, les gentils, les méchants et alors le l'axe, 3e axe. On va dire l'axe, les alliés et le 3e axe. Et le 3e axe, c'est pour ça que j'ai pas employé le terme d'axe, parce que le 3e larron est le 3e axe. Et donc du coup je trouvais que ça faisait un peu. Oui, mais comme on est dans une continuité de la guerre 14-18, on va dire que c'est pas des méchants nazis, c'est pas des méchants nazis les Allemands. C'est peut-être pas aussi manichéen pour 14-18, je pense que oui. Peu difficilement. Bon. En tout cas, la grande nouveauté, ça reste quand même cette 3e force en présence et qui est composée de robots. Voilà, qui est composée de robots et qui prend pas position ni pour l'un ni pour l'autre, qui vient de temps en temps rééquilibrer les débats. Voilà. Tout de la merde. Voilà. Voilà pour l'histoire. Parlons tout de suite du dessin. Kyo.
Que peux-tu nous dire sur ce dessin? Alors, un dessin assez... j'allais dire quoi? Enfantin? Ouais, c'est vrai que ça fait un peu penser à littérature très jeunesse. Ça fait littérature jeunesse, mais avec vraiment des décors qui sont très sympas. Beaucoup d'effets de lumière. Oui, un travail de la couleur superbe. Et après, voilà, je t'avoue, je suis un peu bloqué là. Ouais, il y a un travail de la couleur superbe, des grands yeux sur les personnages, un côté un peu caricatural dans les traits. Ils en font des tonnes. Un petit peu trop de manque de variété dans les rôles féminins qui se ressemblent beaucoup, je trouve. Ça, je suis d'accord. Ouais. Parce que du coup, on se retrouve avec des personnages qui sont très très similaires. Voilà, donc c'est un peu difficile parfois à ce niveau-là. Ça n'enlève pas une grande beauté, puis un travail surtout sur les designs un peu mécaniques, steampunk, qui marche très très bien. Ça, c'est juste magnifique. C'est un style que j'aime beaucoup, et là, c'est vrai que c'est vraiment très bien rendu. La grande verrière du Grand Palais, etc. On est en puissance 10 000 là dans les choses qui nous sont représentées. Donc il y a un grand souci du détail dans tout le domaine architectural, et avec des trouvailles au niveau des véhicules et la façon de les représenter. C'est très détaillé, c'est très bien foutu. Ça, c'est très joli. Mais effectivement, je vais dans ton sens concernant les personnages, notamment féminins, où ça manque un petit peu de variété. Une petite remarque concernant les visages et les yeux, justement, où on est limite sur quelque chose de... On dépasse le caricatural, c'est hors géométrie normale, on va dire. Et mais uniquement pour les femmes et les enfants. Un peu marionnette. Uniquement pour les femmes et les enfants. Uniquement pour les femmes et les enfants, où on a cet aspect un petit peu carton marionnette, je trouve. Donc les yeux, ils sont animés à part, qui vont sortir. C'est ça. C'est ça. Alors, je voulais souligner quand même le travail de Gaspard Yvan, qui est le coloriste, qui fait un travail remarquable. Et je vous invite à aller voir le site de Silvio Camboni, le dessinateur, qui met des planches et des crayonnés en très belle qualité, dont par exemple les couvertures qu'on peut voir sans l'habillage, qui est très sympathique. C'est l'habillage qui fait penser à la collection Hetzel, pour les Jules Verne. Mais on peut voir ces dessins sans l'habillage et avec un très très beau rendu sur son blog. On mettra les liens dans l'article parce que j'ai oublié de les noter pour que Tizak les mette dans le chat. De toute façon, il y a personne, je crois. Mais bon. Ouais, dans le chat, il y a des gains, soit. C'est le calme plat. Non, il y a toi et moi, Mathieu. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça que je te lance pas. Qui arrive à la fin. Je suis tout seul. Non, Antoine. Non, on est là. Voilà. Donc, si on répond, Antoine, on répond, il vient d'arriver. Bref, graphiquement, c'est très 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 sympathique. On est tous d'accord pour le dire. Très joli graphique. Complètement. Si l'on accepte ce problème dans les personnages féminins. Le scénario. Ouais, le tome 1 se concentre sur les essais de la machine et la mise en place de la trame. Le tome 2 se concentre la course, sur les concurrents de la course. Le début de la mise en place du trophée Jules Verne. Donc en fait, ils partent de Londres pour arriver à Paris. Donc le tome 2 se passe à Paris et c'est les inscriptions au concours Jules Verne avec toutes les péripéties qui vont et les premiers complots affronter à Paris, les premiers complots. Et le tome 3 lui va se passer aux États-Unis, à New York, c'est ça? Oui. Enfin, il traverse l'Atlantique déjà. Et pour la réalisation du trophée Jules Verne. Voilà. Globalement, voilà comment le premier triptyque est organisé. Et le troisième triptyque, ça va être les révélations, les mystères qui sont révélés pour ceux qui ne les avaient pas vus depuis le tome 1. Non, mais ça, c'est toujours facile. Oui, je savais que t'allais dire ça. Ben ouais, mais forcément, après coup, tu fais, hey, moi, je l'avais déjà vu venir dès le tome 1. Non, j'ai fini le premier diptyque, j'ai pas eu le tome 3 tout de suite, et j'ai fait, oh là, ça, je le sens trop venir. Et j'ai lu le tome 3, j'ai fait, eh ben voilà, je le sentais trop venir. Tu sais quoi, la prochaine fois que t'as un truc dans ce style, tu m'envoies un mail, tu vois, tu me dis spoil à ne pas ouvrir, voilà. Parce que du coup, c'est trop facile de dire. Non, mais moi, disons que le problème, c'est qu'il y a il y a un problème au niveau du scénario pour moi, c'est que les personnages sont tous trop forts. Oui, mais bon. C'est-à-dire qu'en gros, t'as des personnages qui arrivent dans le truc, waouh, comme ils sont trop forts, vu leur fonction. Ils sont tous trop forts. Et ils arrivent tous comme ça, pouf, pouf, on arrive, on vient vous aider, on est trop fort, mais on va vous aider, et on n'a pas d'intérêt autre que vous aider parce qu'on est des gentils. Et il y a un peu trop ce côté-là à mon goût. Voilà. Ben, le problème, c'est que vu que ça arrive régulièrement avec plusieurs personnages, au début, ça paraît louche. Ensuite, on se dit bon bah c'est le ton que les auteurs veulent donner à l'ambiance, à l'univers, au récit quoi.
Non, parce qu'il y en a. Au début, ça paraît étrange. Au fil du temps, vu qu'il y en a quand même une palanquée qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais tout gentillé, on peut se dire que c'est la tonalité qui est voulue, quoi. Ça reste logique aussi. Les personnes qui font le trouver Jules Verne, c'est que l'élite, quoi. C'est donc ça. Forcément, il n'y a que des gens exceptionnels qui font ça. Mais je te parle aussi des personnes qui ne font pas le trophée Jules Verne, mais je vais spoiler si je continue. Oui, voilà. Mais parce que du coup, grosso modo, on va dire, on prend l'exemple. Et Alan Quatermain. Ok? Oui. Exemple. Ouais. Voilà, tu es Alan Quatermain. Tu te balades en Afrique. On va pas commencer quand même, s'il te plaît. Hein. D'accord? Bon, tu te balades, je veux dire, en Afrique, tu as roulé ta bosse de partout. Soit. Forcément. Au fur et à mesure de tes voyages, tu fais des voyages avec des bras cassés? Non. Tu vas avoir des mecs qui vont t'accompagner qui sont quand même acabit que toi, quoi. Je veux dire, tu vises dans le haut du panier, donc forcément, tu vas avoir des gars qui sont exceptionnels avec toi. Donc, bah oui, tous nos personnages qui ont déjà roulé leur boss, ils sont entourés de gens exceptionnels. Ils ont pas battu une équipe de bras cassés, c'est logique. Les deux gamins qui ont une dizaine d'années, qui déchirent tout en technologie, eux aussi, ils sont très au-dessus du lot, finalement. Oui, il y a juste un problème, c'est qu'il y a aucun intérêt que ce soit des gamins. Le seul intérêt pour moi à ce que ce soit des gamins, c'est que tu peux attirer un public plus jeune pour le lire. Tu aurais mis des adultes, ça aurait été exactement la même chose. Et si, quand même, parce que, disons que ça marche moins bien avec leurs parents. La trame, c'est ça. La trame principale, ça reste quand même que. On reparle de Sean Connery, le père d'un jeune héros. Putain, mais tu la veux la boule verte? Ça c'est indie, ça. Oui. Le Emilien, là, il recherche ses parents. Voilà. Il part en quête de son père et ses parents n'avaient que son père parce que sa mère est déjà décédée. Et donc c'est ça le fil conducteur qui mène toute cette troupe en avant. Et c'est son père qui a inventé la fameuse machine. Donc si effectivement il y avait eu un décalage de 20 ans, ça le faisait peut-être un petit peu moins, et puis ça donnait pas encore une fois, c'est une histoire de tonalité. Voilà, oui, mais de tonalité de récit jeunesse. Que de la rondeur du dessin et que de cette ambiance un peu gentillette, le fait que ce soit des enfants qui soient à la base de cette histoire-là, ça te plonge pas dans le même sens de lecture, voilà. Après, tu vis les choses différemment. Vous allez peut-être me trouver très critique, hein, mais c'est juste que, en fait, j'ai trouvé ça sympa, mais tout le long de la lecture, il y avait un truc qui me gênait, et je pense que j'arrive toujours pas à exactement mettre le doigt sur le truc qui me gêne, et donc je vais chercher tous les petits trucs qui me démangent un peu, tu vois. Parce que j'ai trouvé ça sympa. Ce qui t'a gêné toute la lecture, c'était les morpions. Si t'as du mal à mettre les doigts dessus, et que ça t'a dérangé, je pense que c'était les morpions. Nul comme blague. Ça se voulait une blague, ça. Je veux dire, merde. Je sais qu'on est bas au niveau des blagues, mais là, tu viens de nous pourrir nos stats, quoi. Ouais, je veux dire, attends, on va un prochain invité, Bouvard, quoi. Ouais. Donc, non, Jean Roucas. Ouais, Jean Roucas, trop bien pour faire des blagues racistes. Donc, oui, non, voilà, il y a un truc qui m'a gêné, mais j'ai trouvé ça sympa, hein. Déjà le dessin, moi, m'a vraiment beaucoup plu, mais voilà, c'est pas une série qui me donne, je vais pas attendre avec impatience la suite, quoi. Maintenant, vous avez bien mieux aimé que moi, et j'aimerais que Thio, qui lui est, je pense, très fan de la série, la défende. Ah. Alors, mais là, ouais, mais moi je trouve que tu l'attaques sur des trucs qui sont pas attaquables. C'est ça le souci. Et vas-y, voilà. Mais. Voilà. Je trouve que t'as ton argumentaire est... Ouais, mon argumentaire est un peu court, mais en même temps, il est très concis, quoi. Ah ouais, là, c'est concis, là. Oui, c'est direct, clash. Tu vas à donf. Non, mais je m'attendais à ce que tu puisses le défendre un peu, quoi. Alors, si t'es pas, tu dis que les points que j'attaque sont pas attaquables, donc, disons que, là, enfin, pour toi, c'est quoi? C'est le fait que ce soit des gamins qui soient super doués, que tout le monde, toi, ce que tu attaques, c'est que le scénario était trop prévisible. Ce que j'attaque, c'est deux choses. Mais attends, je résume en 2 points. Ce que j'attaque, c'est que le scénario est trop prévisible. C'est le premier point que j'attaque. Et le deuxième point, c'est que les personnages sont tous trop parfaits. Voilà. C'est les 2 points qui me gênent. Alors ça c'est parce que là, ça te renvoie à ta propre imperfection. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un point spoil, s'il te plaît, parce qu'il va falloir donc du coup que
Vas-y, moi j'attends. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'instant spoiler, c'est un moment où nous avons 2 minutes maximum pour débattre de la bande dessinée en spoilant comme des chacals. Pendant ces 2 minutes, vous allez avoir un petit tic-tac, tic-tac, tic-tac qui va vous faire comprendre que si vous avancez dans le podcast pour écouter ça, vous êtes allé trop loin. Donc là, vous avez 2 minutes. Comme on est en live, on va essayer de faire durer les 2 minutes. Comme ça, vous savez que à partir du moment où vous commencez à entendre le tic-tac, vous avez 2 minutes, si vous voulez pas être spoilé, vous n'écoutez pas. Donc en gros, on a personne qui est en train de nous écouter sur la chatroom. Les quelques personnes qui sont là, genre Antoine, on est en train de vous dire que peut-être qu'il faut arrêter d'écouter. Franchement, on est vraiment nul, on est vraiment nul comme animateur. C'est parti pour l'instant spoiler. Donc pour toi en fait, c'est écrit de fil blanc, alors que à la fin du 3e tome, tu ne sais toujours pas qui est le 3e axe et ce qu'ils veulent. Parce que du coup, ça n'est toujours pas résolu. Et ensuite, tu dis que les personnages sont tellement parfaits que du coup, il y a quand même des parents qui sont en train d'essayer de bazarder leurs gosses dans un sous-marin qui va exploser. Non, mais je te parle pas parfait au niveau moral, je te parle parfait au niveau des compétences, des techniques. Moi, j'avais vu venir en gros, ce sont tous des scientifiques. Ce qui était cousu de fil blanc, c'est la gouvernante là qui est trop forte et qui s'intéresse vachement au projet scientifique des mômes. Bizarrement, pour moi en plus, ce qui est cousu de fil blanc, c'est que je pense que le 3e axe a un lien avec les parents et que toute la technologie vient de la technologie des parents. Mais ça, on le sait déjà. Bah oui. Dans le tome 3. Donc en fait, qu'on pense que c'est des robots, mais en fait, ce sont des humains qui sont derrière et qui dirigent. Parce qu'en plus, on a vu qu'on pouvait rentrer dans la plupart des machines. Oui, mais ça, du coup, tu as pas la fin. Encore. Bon, on attend. Il y a peut-être une autonomie, une intelligence artificielle ou un truc comme ça. Mais oui, mais il y a des points, tu vois, qui m'ont. Voilà. Quand j'ai vu venir l'histoire de la gouvernante, ça m'a semblé tellement flagrant que ça m'a choqué et ensuite trop parfait. Mais c'est des détails par rapport à tout le reste. Et le problème, c'est que ça m'a tellement titillé le cerveau que j'ai eu du mal à m'intéresser au truc. Mais ça vient de moi. Mais parce que du coup, quand tu prends l'ensemble de l'histoire, t'as quand même, ces 2 gamins qui vont partir à la recherche de leurs parents, qui ne voient plus pour X raisons, et du coup, eux, ils essaient de créer du lien. Et puis, l'aventure de leur trophée Jules Verne, c'est excellent. Après, bon, quand ils te parlent de leur machine, tu comprends rien parce que tu sais même pas de quoi ils parlent, mais c'est pas grave, c'est du rêve, quoi, c'est du fun. Ouais, mais bon, après, je pense qu'il faut j'avais complètement le sens de Mathieu, c'est qu'il faut voir ça avec des yeux très bon enfant. Et être vraiment dans la part de rêve et dans la part d'onirisme, parce que si tu cherches le petit détail, la petite bête, il y en a plein effectivement et qui viennent peut-être entacher un peu le truc. Je suis complètement d'accord avec toi, Pierrick. Voilà, mais moi, le problème, c'est il faut rester dans la tonalité bon enfant. Je crois qu'on arrive à la fin de l'instant spoiler. Vous allez pouvoir recommencer à écouter. Fin de l'instant spoiler. Donc, pour revenir sur ce que je disais, c'est juste qu'il y a un truc qui m'a titillé à un moment et qui a fait que j'ai pas pu détourner le regard derrière. Donc ouais, j'aurais peut-être dû détourner le regard, ne pas voir ce truc qui m'a titillé et me laisser aller. Parce qu'effectivement, oui, tu le dis, il y a plein de trucs, mais que j'ai révélé après parce que je cherchais ce qui m'avait gêné. Le fait que si en pleine période de guerre on faisait une course en transatlantique, si on laissait des mômes participer à la course. Enfin, mais ça c'est des trucs, on s'en fout. Ça m'a choqué parce que j'ai cherché ce qui m'avait gêné. Sinon, je l'aurais pas vu. Bon, en même temps, Première Guerre mondiale, l'Europe est à feu et à sang, mais il y a encore plein d'autres pays dans le monde où ils sont quand même à la cool. Hein. Oui, enfin là, ils décrivent que le 3e axe, il attaque... tu vois ce que je veux dire Mais ils n'avaient jamais attaqué aux États-Unis. Ah ouais, ils le disent. Ils le disent, justement, c'est ça la nouveauté. Mais voilà, moi, je pense qu'il faut vraiment le prendre sur le conte pour enfants, quoi. Le conte merveilleux pour enfants. Voilà, les gamins, ils sont en train de se vivre un rêve, ils font la course, le trophée Jules Verne, ils sont en train de créer un truc. C'est fun, c'est simple. Moi, je leur demande pas plus. Il manque pour moi un peu ce côté récit d'apprentissage où en fait, c'est des mômes, ils ont rien à apprendre parce qu'ils savent déjà tout, en fait. Ouais, mais c'est comme quand on lisait les 4 races ou Club des 5, tu t'en fous de leur vécu, quoi. Ils sont juste là pour te faire vivre un petit peu du rêve, quoi. Ils font une enquête. Ouais. C'est ça. Tu as une enquête qui sert de fil rouge et c'est là pour te faire passer un bon moment. C'est pas tant là où ils vont aller que le chemin qu'ils vont parcourir qui est intéressant pour le coup, quoi. C'est vraiment la balade qui est sympa. Donc pour conclure, voilà, moi il y a un truc qui m'a titillé, qui m'a gêné. Vous avez été complètement captivé par cette histoire car vous avez su garder une âme d'enfance que je n'ai pas su faire car je suis un sale cynique nauséabond. Mais tu sais, il y a un truc tout con. Moi, la jaquette la couverture du bouquin,
Oui. m'a replongé tout de suite dans les voyages de Gulliver. Et comme c'est un bouquin avec lequel je m'étais régalé, ben, tout de suite j'ai plongé dans le machin avec cette bonhomie, avec cet âme d'enfant, quoi. Et comme je te disais tout à l'heure, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut, c'est le lire, voilà, un peu comme un club des 5, et pas le lire comme une aventure de Sherlock Holmes où effectivement tu vas chercher le petit indice, le petit détail. Oui. C'est pas écrit dans cette finesse-là. C'est pas du Pense tout ça. savoir alors où vient mon souci. C'est que moi, quand j'ai vu la couverture, j'ai tout de suite pensé à du Jules Verne et donc je l'ai lu avec un esprit scientifique. Eh ouais, ben, Et oui, parce que Jules Verne, c'est ça d'abord, c'est un esprit scientifique. pas forcément. Et il n'est si Jules Verne, Il y c'est un a esprit. aussi ça, mais il n'y a pas que ça. C'est des voyages, mais il y a toujours un côté, un esprit scientifique. Ouais, mais Très, chacun très peut y fort. trouver ce qu'il veut. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les voyages extraordinaires. Mais voilà, effectivement, j'ai cherché quelque chose que je n'ai pas trouvé. Non, ce serait un bon pitch, alors qu'il cherchait... Non. Voilà. David Vincent l'a déjà dit, celui-là. C'est ça. Bon, eh bien... Bonjour, messieurs Vincent. Voilà, je crois qu'on peut conclure là-dessus. Dans quelle étagère mettriez-vous ce voyage extraordinaire? Oui. Les voyages pour enfants. Si tu trouves un bon Astrapi, c'est à côté. Ouais, et après c'est moi qui suis vache, tu vois. Ouais, quand même. Non, ce serait l'étagère des bouquins que j'aimerais que mon fils lise, quoi. C'est ça. L'étagère qui sera accessible parce que, ou que je le lis, enfin, que je lirai, mais, enfin, voilà, c'est les bouquins de Jules Verne qui m'ont aussi fait rêver quand j'étais petit, quoi. C'est un joli conte. En fait, tu sais quoi, si il y avait pas tout cet aspect un petit peu séduction, sexe un peu de temps en temps là, notamment dès le départ, moi c'est un truc qui m'a par contre un petit peu interloqué, c'est cette espèce de petit dialogue là quand la cousine est en débardeur dans la cabane, ça part sur une discussion, tu es vachement sexy, je suis vachement sexy. Ouais, alors ça par contre j'ai trouvé ça très décalé pour une gamine à peu près. Ouais, t'as trouvé ça très Christine Boutin quand même. Ouais, c'est ça. C'était C'était l'instant Christine Boutin. Je voyais pas bien ce que ça pouvait venir foutre là-dedans en termes d'ambiance. Donc je trouvais ça très. Oui, il y avait un côté sexuel un peu, il y avait un côté sous-entendu sexuel un peu dérangeant, effectivement. C'est ça, assez dérangeant et puis vraiment inutile. Donc s'il y avait pas cet aspect-là dans ces bouquins, clairement je l'aurais passé au petit qui a 9 ans. Parce que c'est de l'aventure. Voilà, oui, après je pense que tu peux lui passer quand même. C'est l'aventure pour garçon. Oui, je pense que je peux lui passer. Oui, quand tu me dis que oui, parce que tu passeras à côté. Moi j'ai vu ça avec T'es un putain de pervers. Est-ce que je suis un putain de pervers? Je veux dire, tu nous as fait demander minimum quand même. Bon, ça va, tu vas pas me la ressortir pendant 25 ans, celle-là. Jusqu'à la fin de tes jours. Il y a des choses qui restent. Moi, c'est l'eau gazeuse. Toi, c'est minimum. Voilà. Donc bref, voilà, clairement, je pense que c'est le genre de bouquin pour un garçon qui commence à lire un petit peu. Il y a cet aspect technologique, cet aspect rêve qui est là et qui est vraiment génial. Voilà. Ok, ouais, je le mettrai et j'hésite à côté de la collection que je volerai à mes parents, un de ces quatre, des Jules Verne qu'ils ont en superbe couverture de la mort et dos doré, enfin le truc qui déchire, ou alors vraiment vers un truc jeunesse. Maintenant, j'avoue, en fait, je crois que j'ai un problème avec Denis-Pierre Philippi. J'ai lu d'autres choses de lui, hein, et j'ai jamais été à fond dans ce qu'il fait, donc peut-être que j'ai un problème avec cet auteur. Voilà, parce que c'est un mec de la Corse du Nord et toi t'es Corse du Sud. Ah, c'est ça. Moi je suis plus Corse du Sud, ouais, c'est ça. Denis-Pierre Philippi. Ouais, c'est ça. Philippi. C'est un sarde. Donc ok, bah nous allons passer au courrier ou pas, Isaac? Tu te le sens? Tu te le fais? On va faire un petit courrier. Tu vas réussir à remonter dans les différents commentaires. Ouais, t'inquiète. Sachant que Lunch nous fait des vieux trucs. Allez, c'est parti. T'inquiète. Travail sérieux. Mais c'est Isaac qui va faire un courrier totalement à l'impro. Oh 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 oh. Je crois que c'est le meilleur jingle qu'on a jamais fait. Je suis totalement horrifié. Donc voilà, bref. Voilà. Bienvenue dans le courrier du Dr Isaac, qui n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Alors bande de
petite feignasse là, on sort un peu les doigts du luc et on envoie du commentaire. Donc merci à Lunch. Oui, merci Lunch, comme d'habitude. Même si tu n'as pas beaucoup de temps, tu restes là quand même, fidèle. Tu as un petit peu de retard sur les écoutes, mais tu es là. Tu es là et c'est bien là l'essentiel. Bon, toi aussi quand même, hein, quelques commentaires en plus sur Pop-Up. On écoute les émissions dans le train, dans le bus, sous la douche, on s'en fout. Parce qu'il a du retard, hein. Il a du retard quand même, hein. Mais voilà, il est quand même là et il attend avec grande impatience la suite des BD des glaçons. Donc Matt, c'est prévu. C'est prévu pendant les vacances de février. Normalement, on devrait faire. Bon, on va pas trop s'avancer, mais il devrait y avoir au moins. On ne dit pas contenu des cocktails. Non, on dit rien, mais il devrait y avoir normalement 2 à 3 enregistrements de BD glaçons. Voilà. Maintenant, on vous promet pas que vous aurez un soleil aussi, là, c'est pas gagné, ouais. Là, pour le soleil, alors, on va peut-être pas pouvoir. Je me rappelle d'un enregistrement où j'ai mouillé mon maillot, hein, c'est le cas de le dire. Voilà. J'ai envie de dire, il y a de la neige. Hein? Allez. Allez. Ouais. Là, j'ai trouvé un superbe endroit pour un détournage, mais le problème, c'est que c'est juste à côté de la route et c'est trop dommage. Donc, vas-y, poursuis. Tu mettras les petits cônes pour empêcher pas les petites cônes, pour empêcher les voitures de circuler. Oui, alors je te l'avoue, si tu voulais ne rien rater de ce qu'a écrit Lunch, genre tu vas jusqu'à mi-décembre, tu vois, oui. Tu vas tu pars du 101. Oh putain, d'accord. Non, je me suis arrêté au 105 quand même. Voilà. Bah, écoute, donc on fera une rétrospective Lunch. Nous avons également Pariton qui est revenu sur les commentaires concernant le bouquin de Florent Chabouette et les petites coupures à Shogunny. Bon, clairement, il a fait sa mijaurée, il a fait sa fan clubette. Il est à fond sur Florent. Ça va, on a compris. Il aime tous les personnages, le graphisme, l'articulation scénaristique. Voilà. Bref. Totalement bluffé, il fait sa mijaurée. Mais quand même... C'était lui le jury du prix Polar. C'est ça même. Mais il trouve quand même que, malgré le prix au Festival d'Angoulême, et malgré tout ça, malgré son amour pour Florent Chabouette, il y a un petit problème scénaristique. Une petite interprétation. Attention, écoute bien. Une espèce de coquille. Alors, je vais me permettre de lire, tout simplement. Mon embarras vient du fait que la voleuse de blouson donne sa carte, avec son vrai numéro, au gars de Suntory des machines à canettes. Je vois bien l'intérêt scénaristique pour enquiller sur la suite de l'histoire, mais c'est assez peu crédible, vu qu'elle n'a aucun intérêt à donner son nom et son téléphone à une future victime. J'ai envie de vous dire, on est en train de se gratter un demi-poil de cul pour savoir si en page 5 du livre, on a eu l'information utile qu'à la page 253. Alors, ouais, mais moi, je pense qu'en fait, scénaristiquement parlant, alors, on revient sur ce personnage qui donc pique ensuite les clés des boîtes de canettes pour piquer les sous dedans. Voilà, des machines à canettes. Parce que je pense très clairement en fait que ce vol n'était pas du tout préparé et que ça a été d'un coup, elle s'est retrouvée avec l'opportunité et du coup, elle est partie avec cette clé. Sans réfléchir que oui, elle avait laissé son téléphone, sa carte, tout. Oui, c'était pas volontaire. C'était pas prémédité, ouais. Donc ça peut passer. Ça, pour moi, ça passe. Maintenant, bon, c'est vrai que pour moi, ça passe. Bon, pour Pariton, ça dépend, ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse. Bon, en attendant, ça ne vous a pas choqué à la lecture. Pariton, lui, ça l'a un petit peu Non, nous, on a été bluffé. Maintenant, est-ce que c'est pas aussi son côté midinette à vouloir chercher le petit détail, la perfection même, et comme il le dit lui-même, ça fait passer de cette œuvre de parfaite à simplement état d'œuvre magistral. J'espère que le point de vue de Thio va lui faire peut-être remonter la baie dans son estime parce que ça se défend. Voilà. Ton explication, ça se défend. Ah, merci. Bon, Pariton a toujours quand même cette espèce d'âme de petite fan clubette, puisqu'il termine son long commentaire, qui fait plaisir, merci, ça me donne un petit peu de travail, merci, par un petit côté léchage de bottes, parce que le graphisme du site est très beau. Alors effectivement, voilà. On a un beau site, il faut bien dire ce qui est. Et du coup, j'ai envie de dire, Pariton, c'est vrai que tu fais ta fan clubette, mais t'as quand même bon goût. Messieurs, dames, bonsoir. Ok, bien, merci pour ça. Tu sais, t'es pas remonté jusqu'au dernier, ou après tu vas me dire qu'il n'y en a pas des tonnes. Si, il y a Lunch qui dit quand même qu'il est fan de Tizak, moi je veux dire... Merde, dans quel numéro, vite 104.
Oh putain, Belle déclaration, Château. c'est beau ça. Voilà. Donc Lunch promis, faut que je remonte. voilà. Donc voilà, il dit qu'il a aussi un tableau de droit à la maison et que pour autant il partage notre sentiment mitigé. Sur Wicca. Il est fan des dessins mais pas forcément des BD et qu'il a eu beaucoup de mal avec l'âme. Oui, tu as chanté du lame, Tizak. J'ai chanté du lame. Je veux chanter pour ceux, non? Oui, voilà. Ne recommence pas. Stop, ne lui tends pas la perche. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Qui sont loin de chez eux et qui, enfin, Merde. voilà. Enfin, ta version, c'était du lame, quoi, on va dire. Ouais, c'était du lhomme alors. Bon, bien, je pense que merci à vous qui êtes là à nous écouter, même s'il me semble que... Ah, il y a une petite montée d'auditeurs. Bon, vous êtes toujours pas nombreux, mais ça nous fait très plaisir que vous soyez là, car nous n'avons que du public de qualité. Sur ce, je pense que il est temps pour nous d'aller nous coucher, de retourner braver la tempête pour Thio. Thio, sache que j'ai un clic-clac et que tu es le bienvenu dedans. Si vraiment la neige t'arrive jusqu'au dessus du petit orteil, ce qui pourrait t'empêcher de te déplacer. Non, en fait, c'est surtout que devant chez toi, il y a quand même une ouache de montée et que si ça a déjà verglacé, franchement, je pense que je Elle a reste en été bas. recouverte de sel. Ah, ben, c'est bon. Voilà. Sa Ah, femme c'était est pas pour les passée tout démons, à l'heure alors. avec la salière. Elle a mis un petit coup de salière partout sur la montée, c'est nickel. Donc voilà, merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que vous serez là dans 15 jours, car nous avons préenregistré une émission fantastique où nous parlons de Last Man, de la saga en entier et surtout des 3 derniers tomes. Nous avons aussi enregistré l'émission qui y aura dans 1 mois, car là pour le coup j'espère qu'il y aura plus de neige que ce qu'on a ici. Je serai au ski, donc nous ne pourrons pas faire un live. On n'est encore pas clair sur l'idée de décaler le live, enregistrer une émission, donc on ne sait pas trop quand on pourrait revenir nous écouter en live. Quoi qu'il en Donc, soit, pour tout vous dire, on a des petits problèmes de planning de riches parce Ouais, qu'on mais c'est ça. on part au ski mais sur les 2 semaines différentes. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que je ne serai pas sur BD des glaçons. C'est pour ça, en fait, que moi, je ne pars pas du tout, mais je suis obligé d'attendre que tous les deux reviennent. Parce que lui il a pas de problème de riche. Mais non. Je suis pauvre. C'est pour ça. Je veux dire, chacun ses valeurs. Voilà. Donc, on vous tient au Mais il courant. bouffe de la Bordeaux Chanel quand même. Sachez que quoi qu'il en soit, j'essaye d'être un peu présent sur les chats, même si j'écoute pas forcément les émissions en même temps quand on les diffuse. Donc, si vous avez des questions, c'est toujours le moment. Et puis, si vous avez des questions, vous avez aussi accès à mon compte Twitter. Vous avez accès aussi à la page Facebook, à notre site sur lequel vous pouvez laisser de fantastiques commentaires que Tizak dégommera Donnez-moi du avec travail. S'il vous plaît, dégommera avec donnez-moi du suffisance. travail. Si vous J'ai voulez, besoin de travail. si vous voulez être pris de haut et insulté par Tizak, laissez des commentaires sur le site. C'est un peu ça l'idée. Je sais que vous aimez vous faire fouetter pour Voilà. petit salopio. Sur ce, merci encore à vous de nous écouter. On espère que vous n'avez pas trop de neige, que vous n'avez pas trop froid. On espère que le soleil reviendra bientôt, sauf... quoique même, si vous êtes au ski, et que vous pourrez profiter de la poudreuse avec joie et bonheur, glisser dans tous les sens. On espère que vous avez supporté le son métallique pourri de Tizak, et peut-être qu'on refera pas ça comme ça, parce que franchement, même pour nous, c'était difficile. On vous souhaite donc à tous une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée, une bonne matinée. Bon, au revoir. Et là, oh mon Dieu, je viens de voir un gros plan sur les narines de Tizak, c'est horrible. Thio, as-tu quelque chose à rajouter avant que je Bonne rende l'antenne? soirée, au revoir. Ciao, ciao, ciao. Bye.